février, il me revient la voix d'un jeune effarouché, presque un gamin, répondant quand j'ai dit retourne à tes bavoirs. Je vous en prie, emmenez-moi nulle part. Emmenez-moi nulle part. Kissy at my at the cries of Sever Bay. I can't escape, it's in our blood. Time to face and never look away. Rise up strong, let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll start to get the hearts open wide. Set the skies open away tonight. Like a light, oh, when no one hangs together, it's best you want to. Like a light, oh, I can still come till the end, but see, I know what's best. I am not come, yeah, the best. I am not come, oh, best. I am not come, yeah, the feels no freedom. I am not come, yeah, we rise up strong, let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll soar together, hearts open wide. Set the skies on away tonight. Like a Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous les copains, 16h45 pile poil pétante, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme une fois de plus, c'est 2025, c'est 2026 même d'ailleurs, et j'espère que vous êtes au taquet pour démarrer cette nouvelle année, que vous avez la banane, la joie de vivre, voilà c'est ce qu'il faut, parce que comme chantait Johnny, j'ai oublié de vivre, très belle chanson, donc il faut pas oublier de vivre, il faut aimer la vie, il faut aimer également le pâté en croûte, parce que Dieu que c'est bon, le pâté en croûte. On commence bien sûr avec des déclarations dignes de ce nom. J'espère que tout le monde est en forme. Tous les copains sont là, installez-vous confortablement. Il y a Phil entre autres, il y a Eclat 15, il y a Nat 0 System, il y a Stealth 5, il y a Stratus 13 qui vient de sub 24e mois. 2 ans de bonheur mon camarade. J'espère que tu es en forme également, que tout le monde va bien. Je vous réitère mes vœux pour ceux qui n'étaient pas là hier. Bonne année 2026, tout le meilleur, évidemment, tout le meilleur qui vous attend pour cette nouvelle année. On profite à fond, on garde la banane, c'est le plus important, et on s'aère l'esprit le plus possible. Ne pas tomber dans la torpeur de l'actualité, de toutes ces conneries. Et aujourd'hui, pour rire un bon coup, je vous l'avais annoncé, vous le savez, c'est le grand moment de l'émission, le rendez-vous de ce Juste Bistrot. C'est
c'est évidemment un moment littérature qui nous attend et on va parler du journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. On va décrypter, décortiquer ce livre, exercice littéraire comme je l'aime à l'époque. Let it be, ceux qui connaissent, ceux qui suivent. On va parler de ça, on va parler cinéma aujourd'hui avec un mouvement très intéressant qui se passe du côté du cinéma français. Hier, je vous parlais Avatar 3. Aujourd'hui, on va parler cinéma français avec un retour vers l'histoire de France qui me semble plutôt intéressant même. Et on comparera avec ce qui se passe aux États-Unis. Tu vas voir, on va encore parler Cinoche aujourd'hui. En ce moment, je suis branché Cinoche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À force de commenter le cinéma politique, je me fais le cinéma dans les salles obscures. Il y a aussi des salles obscures dans le cinéma politique, attention, mais les finalités ne sont plus les mêmes, évidemment. On a tout le monde qui est là. Il y a Estelle 5 qui dit un rendez-vous philosophique avec Nicolas Sarkozy. Ah bah oui, minimum, vous allez voir, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On va se fendre la gueule. Je vous le dis honnêtement, je l'ai lu premier degré, le bouquin. Je vais vous en proposer une analyse coquine. Elle va être coquine parce que c'était au-delà de mes attentes. Salut à Véronique Est qui nous dit salut Rémi, très contente de te retrouver. Je t'ai loupé hier en direct. Et ben voilà, ça y est, on est ensemble aujourd'hui en direct. On y arrive pour une émission qui s'annonce belle, qui s'annonce sympa. Les amis, installez-vous confortablement. Il y a Kigali66 qui dit bonsoir à tous. J'ai une pensée pour les victimes et leurs parents du drame de Crans-Montana. Effectivement, on en a parlé hier un petit peu. Est-ce que tu pourrais faire un point sur l'enquête ? Non. Je n'ai pas prévu de faire un point sur l'enquête aujourd'hui, enquête qui ne fait que démarrer d'ailleurs, donc il y aurait un point très court à faire, et je pense qu'il est préférable de se contenter d'envoyer évidemment tous nos meilleurs sentiments aux familles de victimes, et tout notre soutien. Je pense que plutôt que parler dans le vide et faire du commentaire sur une enquête qui ne fait que démarrer, contentons-nous de respecter le temps du deuil. En tout cas, je vais me contenter, à titre personnel, chacun fera ce qu'il veut, je vais me contenter de respecter le temps du deuil et pas faire du commentaire sur le commentaire. Vous pouvez regarder les journaux qui parle de ça, qui raconte plein de trucs sur une enquête dont on ne sait rien, car elle ne fait que commencer. Il y a quand même quelque chose, alors effectivement, pour ne pas... on ne va pas faire un point sur l'enquête complète, je vous l'ai dit, ça ne fait que commencer, mais on va quand même se permettre... de regarder ce qui s'est passé, parce qu'il y a vraiment eu quelque chose qu'il faut, à mon avis, critiquer. Regardez ce à quoi on a pu avoir droit quand même, et on va quand même pisser au cul à des journalistes du côté de Crans-Montana. Effectivement, c'est La Dépêche, donc journal régional français, qui nous dit que dans l'un des hôpitaux près de Crans-Montana, on a eu des journalistes qui, pour aller interviewer des patients hospitalisés, ont tenté de s'introduire dans l'hôpital en mettant des blouses blanches. Donc évidemment, on pisse au cul de ces journalistes, parce que même si je ne veux pas faire du commentaire sur le commentaire, là, vraiment, je me permets de pousser un coup de gueule autour de ce drame, parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas de race, comme on dit, qui n'ont que trop peu d'éthique, et j'ai vu ça, je me suis arraché les cheveux, je me suis dit, comment c'est possible vraiment ? Et là, on peut dire qu'on est face à des vilains. Voilà, on va pas dire que trop de gros mots, on est face à des vilains. Donc je voulais quand même pousser ce petit coup de gueule. Voilà. Merci à mon Laurent Watteau pour le sub 43e mois. Je prends vos petits commentaires pour commencer l'émission, les copains. Il y a Poutrel85 qui dit « Je t'ai loupé hier, mais je viens de me taper le replay juste à temps pour le direct maintenant. Je vais bouffer du Rémi ce soir, tu vas te régaler. » Puis il y a à manger, t'inquiète pas. Salsera44, c'est bon, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de juste bistrot. Et ben voilà, on se retrouve ce soir. Salut à mon Babcom5. Ngrim Von Horstman, dans l'actualité, qui nous dit « On est bien d'accord que même si la France bloque les produits du Mercosur, ces produits peuvent passer par les autres pays de l'Union européenne. » Il me semble que oui, mais on pourra creuser le dossier. Kigali66 nous dit que l'hôpital aurait démenti cette information dont je vous parlais pour Crans-Montana. Tu vois, illustration par l'erreur, quand je vous dis qu'il ne faut pas faire du commentaire au commentaire, si tant est que tu aies raison, tu vois, si c'est le cas et que l'hôpital a démenti, je n'étais pas au courant. Donc, voilà, illustration de l'erreur, pas faire du commentaire sur le commentaire, c'est ce que j'ai fait. Voilà, tu vois, bravo Rémi. Mais merci à Kigali66 de suivre le dossier et d'apporter la correction là-dessus. Isa Tricotte, merci pour le sub 46e. Moi, merci beaucoup. Voilà, 4 ans, bientôt 4 ans, ça fait plaisir.
Et on a Triptyque qui dit salut Rémi, je te regarde bloqué par 25 cm de neige à Saintes en Charente-Maritime. Ah, ça doit être un record dans le secteur, hein. Bravo. Est-ce que vous avez de la neige par chez vous? Est-ce que vous avez de la neige, les amis? Dites-moi un petit peu dans quel coin vous habitez et s'il y a beaucoup de neige. Je vois dans les commentaires, vous me parlez également, il y a Véronique Est qui parle, qui nous dit qu'est-ce que tu penses du rendu du procès Brigitte Macron et de la condamnation de l'ami Bertrand Scholler. Évidemment Bertrand Scholler à qui j'envoie mon soutien, qui a été condamné à 6 mois de prison ferme si je dis pas de conneries dans cette affaire, et je n'ai absolument pas d'avis sur l'aspect judiciaire en tout cas de cette affaire. Est-ce que le jugement est juste ou pas? Tu sais, aujourd'hui, la justice rend des décisions hautement critiquables si l'on en croit l'auteur du bouquin dont nous allons parler. Donc aujourd'hui, parler de justice en France, c'est compliqué. Ça dépend, hein. Il y a la justice avec les forts, la justice avec les faibles. On sait plus trop, hein. Il fait froid en tout cas, niveau météo. Il y a Brézotte, 75 BZH qui dit côte basque, pas de neige mais il fait froid. On se pèle les miches à Marseille également. Éclat 15 nous dit au Québec, je te laisse le plaisir de l'imagination pour la quantité de neige. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Rien que d'imaginer. Moi en été j'avais froid chez vous, donc ça me fait peur. Donc non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est vrai qu'il fait frisquer en France en ce moment. Et notamment du côté de Mout, il fait moins 20 degrés dans le Doubs. J'ai lu ça ce matin dans les journaux. Petit point météo, Strasbourg, moins 10 degrés hier. Voilà, la météo d'hier. C'est la première fois qu'on vous donne la météo des jours passés, ce qui n'a que peu d'intérêt finalement, mais ce qui apporte beaucoup de plaisir. Les amis, je voulais vous parler aujourd'hui cinéma. On continue encore là-dessus. On continue sur le cinéma avec un petit virage qui est en train d'être pris dans le cinéma français, et je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça fort intéressant et très positif, même s'il faut le remettre dans son contexte et rester prudent. Alors, est-ce que le cinéma français a enfin décidé de faire des films qui vont être vus par les spectateurs? Qu'est-ce qui se passe? À quoi va-t-on avoir droit dans les prochains mois, notamment en 2026? Je ne sais pas si vous avez vu ça, on va rattraper les dossiers pour ceux qui n'auraient pas suivi. Le cinéma français, en tout cas des boîtes de production françaises, vont nous proposer des films sur Jean Moulin ou encore sur le Général de Gaulle. Alors, on va se regarder la bande-annonce du film La bataille de Gaulle qui a été publiée il y a quelques jours, et c'est l'un des plus gros budgets du cinéma français, de l'histoire du cinéma français. Je crois qu'on est autour de 70 millions d'euros, un budget énormissime. La bande-annonce a été dévoilée à la mi-décembre, je vais vous montrer, ça a l'air bluffant. C'est Pathé qui propose ça, un film qui va être réalisé par Antonin Baudry, film en 2 parties. La première partie sortira le 10 juin 2026 et la deuxième partie le 3 juillet 2026. Regardez la bande-annonce, cinéma français, ça a l'air bluffant, c'est ce qui nous attend en 2026, regardez. Quixotic General taught us one thing at least. He's useless. It's clear now de Gaulle's kingdom, so-called empire, hasn't any subjects. Avec lui, dit boum. Et c'est la rage qui s'éveille. Boum. Voilà,
Rendez-vous donc dans les salles obscures début juin, c'est ça, le 10 juin pour la première partie de ce film. Je vous l'ai dit, gros budget, je crois qu'on est autour de 70 millions d'euros pour ce budget, avec un joli casting. Il y a Benoît Magimel, on a Neil Schneider, Karim Leclou, super Karim Leclou qui a eu un Oscar il n'y a pas longtemps, Mathieu Kassovitz également. Alors j'aime moins l'homme, mais j'aime bien l'acteur, comme quoi il faut savoir dissocier l'homme de l'artiste ou la tête du corps, comme disait Louis XVI. Donc on est sur un film, en tout cas moi, qui me donne très envie. Je sais pas vous, mais ça a l'air vraiment chouettos. Et ce film qui marque un peu un retour du cinéma français vers l'histoire de France, vers des monuments de l'histoire de France, n'est pas le seul, parce qu'on a appris également qu'il y allait avoir un film sur Jean Moulin. Alors là encore, on va voir le débat, ce que vous en pensez. Un film qui a été annoncé sur Jean Moulin avec Gilles Lelouch dans le rôle de Jean Moulin. C'est le Hongrois Laszlo Nemes qui devrait sortir ça fin 2026, pardon. Film qui s'appellera Moulin, se sont pas fait chier sur le nom, et qui devrait normalement raconter toute l'histoire, évidemment tout le face-à-face entre Jean Moulin et Klaus Barbie notamment. Donc à voir. On devrait là encore se régaler. Alors, on a 2 films. Vous allez me dire, 2 films, c'est pas beaucoup. Alors, ça fait 3, parce que De Gaulle est en 2 parties. Mais je crois vraiment, et c'est la petite théorie, la petite analyse que je vais vous proposer aujourd'hui, que le cinéma français se remet au bleu, blanc, rouge. Et honnêtement, ça fait du bien. Même s'il faut être prudent quand on regarde l'exemple américain. Alors je vais développer un petit peu tout ça devant vous. Pourquoi le cinéma français se remet au bleu, blanc, rouge ? Tout simplement parce que ça marche. On a eu ces dernières années de grands succès comme Le Comte de Monte Cristo notamment, donc l'adaptation, on n'est pas dans l'histoire de France, on est dans l'adaptation du bouquin de Dumas, avec Pierre Ninet dans le rôle titre. Alors petite parenthèse, Pierre Ninet il est fort sympathique, mais j'arrive pas. Je sais pas vous, mais moi j'arrive pas. Dans le Cinoche, Pierre Ninet il a pas une tête de méchant. Et là tu me le fous dans Le Comte de Monte Cristo, j'y crois pas. J'y ai pas cru. Je suis désolé, j'y ai pas cru. J'adore Pierre Ninet dans des rôles comiques, mais dans des rôles un peu plus graves, un peu plus de méchants, j'accroche pas. Alors après, j'en ai parlé avec des collègues, on m'a dit apparemment il faut voir Sauver ou Périr, avec Pierre Ninet, qui est un film assez grave, et il paraît qu'il est très chouette, et on m'a parlé également de Boîte Noire. Boîte Noire apparemment qu'il faut... Rien à voir avec La Boîte Noire, non, attention. Boîte Noire avec Pierre Ninet, on m'a dit qu'il était très chouette dedans, donc c'est un avis qui attend d'évoluer. Évidemment, comme d'habitude, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les cons ou Manuel Valls. Ça revient au même. Donc, mais il est sympa, j'adore Pierre Ninet, il est très marrant, mais dans les rôles de méchants, j'ai un petit peu de mal. Bref, on a eu Le Comte de Monte Cristo qui a été un succès énorme, il y a eu Les Trois Mousquetaires aussi, là encore une adaptation, en 2 volets, il y a un 3e volet, si je dis pas de conneries, qui arrive. On a une autre sortie qui est très attendue en 2026, c'est le nouveau film de Christophe Baratier qui nous avait proposé Les choristes, vous en rappelez, Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main. Pour pas qu'il finisse chez Morandi. Je connais plus la fin des paroles, mais les choristes, on se rappelle, on s'est régalé. Jean-Baptiste Monnier, qu'on embrasse, on sait plus trop où il en est. Gérard Jugnot, évidemment, incroyable Gérard Jugnot. Et justement, Gérard Jugnot sera dans ce nouveau film signé Christophe Baratier. Là encore, on replonge dans l'histoire de France. Ce film va s'appeler Les Enfants de la Résistance. Casting de fou furieux avec Artus, Gérard Jugnot notamment. On se met la bande d'annonce, je vous l'ai dit, c'est du Cinoche. Ça aussi, c'est 2026 et ça sortira, je sais pas quand, mais ça sortira le 11 février 2026. À Pontin-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse. Une fois que je vous ai dit, on ne discute pas les décisions de l'arbitre. T'es pas arbitre, t'es curé. Non, ça c'est rien, c'est juste le... C'est bien ça. Ah ouais, et ça Jusqu'à un jour de 1940 où la guerre tente de me voler mon enfance. Vous comptez rester longtemps ici ? Le temps qu'il faudra. Me laissez pas. Mais avec mes amis, on n'était pas prêts à se laisser faire. Allez, viens. On va la garder quelques jours. Merci. Si on la faisait passer pour une de tes nièces ? C'est pas bête ça. Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls. Gestapo, faites sortir vos élèves. Et vous dites rien ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Vous êtes rien que des lâches, c'est tout. On peut pas rester comme eux là, sans réagir. On enverra des messages aux gens. L'occupant pille les ressources du pays pour les ramener chez eux. Signé Lens. Ah oui, moi aussi je les ai reçus, mais je suis pas du tout d'accord. Moi je suis pour la collaboration et le maréchal. Heil Hitler. Heil.
savez, il y a plusieurs noms, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'occupe de nous en ce moment. Il faut quelque chose qui frappe les esprits. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Mais la guerre est finie. Pas pour tout le monde. Sois fier de toi. T'es un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple. Voilà, donc ce sera le 11 février 2026 au cinéma. Là encore, on a un petit retour vers l'histoire de France. Alors, on peut parler, parce qu'il y a plein de précédents ces dernières années. On a eu, évidemment, j'ai adoré, je vous en avais parlé dans le Juste Bistrot, il y a eu Vaincre ou mourir que j'ai trouvé extraordinaire sur la résistance des Vendéens après la Révolution française. Vaincre ou mourir, qui était une production du Puy du Fou. En plus, vous savez, j'aime le Puy du Fou, et qui était vraiment un super film. En tout cas, je m'étais régalé. Je sais pas si vous l'avez vu, dites dans le chat, dites en commentaire si vous avez aimé ça. Réalisé par Paul Mignot et Vincent Mottez. On avait notamment l'acteur Hugo Becker, qui était très bien, très très chouette dans ce film. Très belle musique, et que je vous invite à voir, et qui avait été plutôt un beau succès dans les salles aussi, si je dis pas de conneries. Avec un budget en dessous de 5 millions d'euros, donc pas gros budget, et ils avaient fait, alors malgré une sortie en salle assez limitée, je sais plus combien ça avait fait d'entrée, j'essaie de vous retrouver ça, box office, attends, je suis sur Wikipédia, donc là c'est sérieux, 287 000 entrées, ce qui est pas trop mal pour un film qui était pas sorti dans beaucoup de salles, forcément, il y a eu un petit peu de résistance, sans mauvais jeu de mots, donc c'est l'un des précédents, de ces films qui sont en train de voir le jour et qui reviennent à une version chaleureuse sur l'histoire de France, on va dire, une version positive de l'histoire de France qui s'était fait rare ces dernières décennies, je crois qu'on peut le dire. On a alors plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans ce virage du cinéma français vers un retour vers le bleu, blanc, rouge, vers l'adaptation des grands succès littéraires, de nos grands romans, du patrimoine français, on peut dire, des films qui reviennent aussi vers l'histoire de France. On a quelques éléments, je vous le disais, qui rentrent en compte là-dedans. Il y a le succès grandissant de Sage Productions. Vous en avez entendu parler il y a quelques mois. Alors là, on est plutôt sur des films ouvertement catholiques, donc des films religieux qui ne se cachent pas de cette tradition cultuelle. Films qui sont très soutenus par Vincent Bolloré, évidemment, mais pas que. On a eu récemment, c'était Sacré-Cœur, qui a fait pareil 200-300 000 entrées environ, avec une sortie qui avait été très critiquée, parce qu'on reste dans ce cliché classique de films plutôt histoire de France, plutôt catholique, plutôt dans une version méliorative, on va dire, de ce qui fait notre patrimoine, et on a forcément certains médias qui vont monter au créneau en disant que c'est un scandale, c'est réactionnaire, la France des Blancs, Adolf Hitler. Il y a des raccourcis, il y a quelques raccourcis, c'est vrai qu'il y a quelques raccourcis, mais on reste dans le cliché un petit peu, voilà, de ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Donc Sage Productions qui nous propose ces films-là, plutôt soutenus par Bolloré, mais je trouve que c'est un virage qui est intéressant. Ces films-là ont leur place aussi au cinéma. Vous voyez, par exemple, entre autres critiques qu'on a pu entendre dans les médias mainstream, on a eu cet article incroyable de Nouvel Obs, parce que c'est vraiment très caricatural en termes de critique, le Nouvel Obs qui disait le 26 octobre 2025, Sacré-Cœur, ce film catholique qui veut vous convertir avec le soutien d'enfer des médias Bolloré. Voilà. Le débat est apaisé, comme on dit. Le débat est apaisé, il n'y a absolument aucun problème. Alors, sur le contexte français, on y reviendra parce que je trouve que ce virage est plutôt positif, je vous expliquerai pourquoi. Il faut évidemment parler de ce qui se passe aussi aux États-Unis, parce que c'est toujours pareil avec l'oncle Sam, dès qu'ils font des conneries, souvent ça nous inspire, mais là il y a quand même une différence. Et pour savoir ce qui se passe aux États-Unis, il faut remonter à quelques mois en arrière avec Donald Trump qui, rappelez-vous, avait nommé notamment Sylvester Stallone ambassadeur à Hollywood. Trump a directement nommé, alors de manière un petit peu symbolique, a nommé certains acteurs dont Stallone et Michael Crawford également, comme des ambassadeurs, c'est-à-dire pour aller à Hollywood prêcher la bonne parole et mettre en avant ce virage également aux États-Unis, un virage culturel, un virage cinématographique qui irait vers des discours plus conservateurs. Mais ça, on le sait, aux États-Unis, il n'y a rien de nouveau. C'est la grande force d'Hollywood, c'est que la propagande n'est jamais loin. En vérité, Hollywood est toujours là pour servir la machine à propagande américaine. Quand fallait faire du wokisme, ils ont fait du wokisme. Aujourd'hui, il faut faire du conservatisme à la sauce MAGA. Ils font du conservatisme à la sauce MAGA. C'est Hollywood, c'est une machine à produire de la propagande, à produire du soft power, comme on dit, l'américanisation du monde, ce qu'on a tous appris à l'école, les films de super-héros, il faut sauver le soldat Ryan et compagnie, tout ça c'est Hollywood.
Donc, non pas que Hollywood soit wokiste par nature ou pro-Trump par nature, Hollywood prend juste la couleur idéologique qu'on lui demande de prendre, pas plus que ça. Un petit peu comme des politiciens que je ne nommerai pas. Donc, on voit bien qu'aux États-Unis, on est sur une autre dynamique, avec une industrie cinématographique qui est l'industrie la plus puissante au monde, à mon avis, dans le monde du cinéma. T'en as d'autres qui se défendent, t'as Bollywood et compagnie, mais Hollywood, c'est vraiment le symbole de l'industrie du cinéma qui va produire des films, surproduire des films qui vont nourrir un discours idéologique qui servira au bout du compte le pouvoir américain. Nous, en France, on n'a pas ça. On n'a pas de Paris-Wood, on n'a pas Il y avait eu Luc Besson qui avait porté un petit peu un projet comme ça, fut un temps. Ça n'a pas beaucoup marché, c'était avec EuropaCorp, sa cité du cinéma, là. Mais on n'a pas d'équivalent en France. Et pour relier ces deux visions entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe actuellement en France, même si je pense que la France n'arrivera pas à ce qui se fait aux États-Unis, et c'est tant mieux, mais on voit quand même deux modèles, et c'est très intéressant de voir à quel point le cinéma peut servir ou desservir des idéologies selon les exemples, selon les pays. Hollywood, je vous l'ai démontré, et ça, bon, je pense que c'est assez évident. Hollywood est une machine à propagande qui sert à réécrire l'histoire, qui sert à en montrer la plus belle des versions, quitte à raconter n'importe quoi, ou en tout cas raconter une version plus que modifiée de la réalité. Prenez les westerns. Les westerns, j'adore les westerns, il n'y a pas de problème. J'adore les chevaux, j'adore monter sur les chevaux, il n'y a pas de problème. Mais les westerns, c'est le symbole de l'histoire réécrite. C'est-à-dire la conquête de l'Ouest avec des cow-boys qui se fusillent un peu entre eux. Les Indiens, on en dégomme 2-3, mais vite fait, promis, il n'y a pas de génocide. Le western, culturellement parlant, c'est peut-être le symbole le plus fort d'une réécriture de l'histoire à des fins de propagande idéologique. Donc, on est vraiment dans une culture qui devient nuisible au sens où elle diffuse dans le monde entier une histoire qui n'est pas la vraie histoire. Vraiment, à côté des westerns, Il faut sauver le soldat Ryan, c'est un documentaire d'une rare précision. En France, on n'a pas ça. En France, on a même l'inverse, ce qui est assez fou, et c'est pour ça que le virage qu'on observe aujourd'hui, je le trouve assez intéressant, parce que là où les Américains vont sans arrêt, à travers le cinéma, chercher à diffuser une vision fantasmée de leur histoire, une vision où l'Américain est toujours le gagnant, c'est Captain America en vérité, hein. Ça aussi, c'est un des symboles. Les super-héros, depuis les comics, avant même le cinéma, il y avait les comics, Captain America, c'est le symbole de l'Américain qui gagne et qui sauve le monde. Nous, en France, on avait la Grande Vadrouille. Dire, fallait oser. La comparaison Captain America-Bourvil, elle n'est pas évidente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la différence, en tout cas c'est ma petite théorie, la différence elle est claire et nette, c'est-à-dire que les Américains ont Il faut sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire le GI qui déboule, alors ok, il y en a quelques-uns qui se font finir façon tartare dans la scène d'ouverture d'Il faut sauver le soldat Ryan qui est magnifique, hein, qui reprend le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, mais Il faut sauver le soldat Ryan, c'est l'histoire des Américains qui viennent sauver l'Europe, quoi. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'est pas que ça. Nous en France, pour traiter la Seconde Guerre mondiale, on a eu la Grande Vadrouille, c'est-à-dire, et formidable chef-d'œuvre comique, la Grande Vadrouille, Bourvil, De Funès, c'est formidable, on est d'accord. Mais la Grande Vadrouille, c'est vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire le français un peu lâche, un peu rigolo, un peu branleur, et qui résiste pas beaucoup et qui cherche surtout à filouter, quoi. Donc d'un côté, on a Captain America, de l'autre côté, on a ça a beaucoup moins bien marché. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même. Quand t'es gosse, tu veux plus devenir Superman que Bourvil. On est quand même d'accord. En France, on a aussi Papy fait de la résistance. Là encore, chef-d'œuvre comique incroyable. Mais on n'a pas beaucoup. Alors, je suis pas le cinéphile du siècle, hein, mais on n'a pas beaucoup de films en France qui vont mettre en avant la résistance, qui vont mettre en avant ce qu'il y a eu de positif en France au moment de la Seconde Guerre mondiale, si on ne prend que cette période historique. On n'en a pas eu beaucoup. On a surtout des comédies. La Seconde Guerre mondiale en France, après-guerre évidemment, a surtout été traitée à travers le prisme de la comédie. La Grande Vadrouille, Il faut sauver... Papy fait de la résistance, Où est passée la 7e compagnie, il y en a une collection, il y en a vraiment une collection. Alors qu'aux États-Unis, on est vraiment dans la volonté de pas du tout être dans le comique et d'aller chercher la réécriture de l'histoire, d'aller chercher une vision méliorative du rôle des Américains dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que là où les Américains sont dans un excès complet de réécriture de l'histoire, en France, on a toujours été
à travers notre cinéma, dans la grande majorité. Je vous parle pas de tous les films, évidemment. C'est pas englobant ce que je vous dis. Je prends quelques exemples pour défendre une théorie générale. Eh bien, en France, on a toujours, et pas que pour la Seconde Guerre mondiale, ce chic pour faire des films où l'histoire de France est toujours un peu rapiécée, dénigrée, mal assumée. Tu vois, le français, c'est toujours le collabo, le branleur, l'imbécile, le raciste, le colonisateur. On a beaucoup de traitements comme ça. Et ces dernières années, ça s'est évidemment accéléré à des fins idéologiques, très clairement. À des fins, tout simplement, et c'est que mon avis là-dessus, de ne pas donner aux Français cette fierté d'être français à travers le cinéma. Ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas, par exemple, de la littérature. On a beaucoup de grands chefs-d'œuvre littéraires français qui donnent envie. T'as envie d'être les Trois Mousquetaires, t'as envie d'être comment qu'il s'appelle, Frollo dans Notre-Dame de Paris, t'as envie d'être des trucs comme ça, t'as envie d'être des personnages sympatoches. Bon, eh bien, le cinéma français nous a toujours envoyé, je trouve, en tout cas en majorité, des films qui te régalent pas, qui mettent pas en avant une vision de la France qui fait rêver. Et donc, ce rééquilibrage qui est en train de s'opérer, je le trouve plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on va quitter cette forme d'humiliation permanente, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, mais on va quitter cette volonté de toujours baisser d'un cran la perception qu'on a de notre histoire, alors que l'histoire de France, au départ, Game of Thrones à côté, c'est une promenade de santé, sur le canal du Midi, je te le dis. L'histoire de France, c'est du régal, normalement. C'est complètement fou. Notre histoire est d'une richesse extraordinaire. La France a été un empire d'une puissance rare. On a vraiment une histoire de fou, faite de guerres incroyables, de règnes mémorables, de rois extraordinaires. On a une richesse folle, et tout ce qu'on nous pond en 2024, c'est une réécriture féministe des Trois Mousquetaires avec des gonzesses dedans, tu vois. Tu te dis, mais on a une matière extraordinaire, même si vous voulez faire de la réécriture, même si vous voulez injecter des valeurs un peu contemporaines, mais il n'y a qu'à piocher dans l'histoire de France pour se dire, mais quelle chance nous avons d'avoir une telle histoire. Et pourtant, on n'arrive pas à faire un cinéma qui met en avant cette fierté, parce que oui, c'est une fierté d'être français par rapport à notre histoire, et sans tomber dans l'excès américain de tout réécrire et de faire comment il s'appelle, Pinot super flic, tu vois, de faire super français, tu vois. Je trouve ça dommage de pas piocher dans notre histoire, et si c'est un peu ce qui se passe actuellement, qu'on a un recentrage, on va dire, des sociétés de production de cinéma qui commencent à comprendre gentiment que si les gens ne vont plus au cinéma, il y a une question de prix, ça c'est une chose, mais il y a aussi une question de qualité des films proposés et de pertinence des sujets. Est-ce que les Français ont envie d'aller voir des films où tous les mercredis on leur propose une histoire de transgenre, une histoire d'un Français collaboraciste, une histoire d'un couple qui va adopter un gosse au Mali? C'est très bien ces films-là, ils sont très bien, mais aujourd'hui, on a tellement proposé ça que ça en devient caricatural. Prenez, il y a 2 ans et demi, je crois, on a eu le film Les Barbares, qui racontait l'arrivée d'une famille étrangère dans un village en Bretagne, si je dis pas de conneries, et forcément, tous les personnages abrutis et racistes, c'était des bons blancs bien de chez nous. Au bout d'un moment, c'est bien qu'il y ait ces films-là, mais c'est bien qu'il y ait autre chose. Parce que je trouve que... Est-ce que le terme d'humiliation permanent est pas un peu fort ? Je vois dans le chat certains qui l'évoquent, c'est un débat, moi je trouve ça peut-être un petit peu fort, mais je trouve que c'est en tout cas un refus de la fierté. Un refus de la fierté, je trouve ça dommage. Alors, pourquoi je vous parlais des Américains ? C'est pour montrer la borne extrême, si tu veux. C'est pas aller à l'extrême du bordel, tu vois, ce serait excessif, mais ça me régale. Ce qui se passe actuellement, le film sur De Gaulle, le film sur Jean Moulin, si on a envie de rester dans un discours un peu contemporain, de mettre en avant des figures de l'histoire de France qui représentent des valeurs contemporaines que sont par exemple la mixité, la force du mélange, des origines, de tout ce que vous voulez, on peut parler d'un personnage comme Toussaint Louverture, personnage incroyable. On en a plein notre histoire, on en a plein. Donc arrêtez de vous faire chier à faire des films d'auteur à la con qui servent à rien. Tu vois, tu pourrais faire un film sur Jean Jaurès, ça pourrait régaler. Tu pourrais faire des films énormes comme ça.
sur Richard Cœur de Lion, putain, Cœur de Lion, il a donné son nom à un fromage, il mérite son film, le mec. Donc j'ai envie de ça, j'ai envie de ce cinéma-là. Donc bravo pour ce qui se passe actuellement. Je voulais vous parler de ça, je trouvais ça plutôt intéressant. On verra ce que ça donne, hein, on verra ce vers quoi ça aboutit, mais je trouve ça plutôt chouette, qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, il y a des films cathos, avec Sage Productions, je vous en parlais, et ben ça peut très bien cohabiter avec des films d'auteur tout à fait contemporains, ouvertement woke et progressistes. Et ben c'est aussi ça la force de la culture, c'est que quand on rentre dans un cinéma, on peut avoir des films, des histoires, des volontés, des idées qui n'ont rien à foutre ensemble. Et c'est le principe même de la culture. Quand tu vas dans une librairie, tu vas pas pour lire 53 fois le même livre. T'as envie, mais oui, qu'est-ce que je raconte, Richard Cœur de Lion, je veux dire Guillaume le Conquérant, excusez-moi, quel con, je fais des grands raisonnements sur l'histoire. Richard Cœur de Lion, il vient de Châteauroux, alors que pas du tout. Pas du tout. Castle Red. Non, c'est Guillaume le Conquérant dont je voulais parler, évidemment. Donc voilà, moi je trouve ça très très chouette ce qui se passe actuellement. J'espère que ça va continuer. Je voulais vous en parler. Affaire à suivre. En tout cas, le De Gaulle en juin, évidemment, j'irai le voir. On en parlera. Et les enfants de la résistance aussi. Alors, l'histoire me branche peut-être un petit peu moins, mais on verra. Donc voilà les copains. Là-dessus, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, quel est votre avis un petit peu sur ça, si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous faites ce que vous voulez, dites-moi un petit peu. On a Victor Macno qui dit Philippe Auguste, le contemporain de Richard Cœur de Lion, absolument. Non mais les rois de France, laisse tomber. T'imagines l'adaptation des rois maudits de Druon au Cinoche, alors ça a déjà été le cas, mais tu te régales si tu le fais aujourd'hui avec les moyens modernes. On pourrait refaire un film sur Jeanne d'Arc. Il est pas vilain celui de Luc Besson, mais il a 20 ans aujourd'hui, il a 25 ans, si je dis pas de conneries, c'est 99. Donc on pourrait faire des trucs de fou, même avec Pierre Ninet. Je suis prêt à l'accepter. Tu pouvais me foutre Pierre Ninet, y a pas de problème. T'imagines, tu pourrais faire, même si tu veux des femmes, tu peux avoir comment qu'elle s'appelle, Sainte Geneviève, au moment des attaques de Vikings sur Paris. Putain, tu peux faire des trucs incroyables au 5e siècle, si je dis pas de conneries. Tu peux te régaler, en fait. Tu peux faire sur Isabelle de Castille, si ça t'amuse. Tu peux faire sur plein de gens, des femmes, des hommes, des blancs, des noirs. Notre histoire, elle a tout. On a la meilleure histoire. Donc moi, ça me régale. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et j'espère que ça va ouvrir la voie à plein de choses. Et puis, de toute façon, dans l'industrie, l'argent appelle l'argent. Donc, si ça marche, ça devrait mettre un cercle vertueux, j'espère. On a Sib85 qui dit « J'espère que le Puy du Fou sortira des films qui feront rêver les Français sur leur passé. » Le Puy du Fou ou d'autres, tant mieux si ça peut donner des idées. Babcom 5, Rémi, pendant la gauche a été maîtresse absolue de la culture et elle n'aime pas l'histoire de France. Voilà pourquoi des films comme Sacré-Cœur ou Vaincre ou Mourir ont été tant attaqués. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais je dirais la gauche contemporaine. Je dirais la gauche contemporaine parce que une gauche d'abrutis, en vérité, une gauche post-mitterrandienne, pour reprendre le terme de Monsieur Michéa. Il y a eu une gauche jusque dans les années 80, 90, qui avait un ancrage intellectuel et qui leur permettait de reconnaître la force de notre histoire, quitte à aller chercher des mythes historiques qui collaient plus à leur idéologie. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une décrépitude complète, il y a une dégénérescence culturelle folle dans nos élites politiques qui font qu'ils s'opposent pour s'opposer. Mais en vérité... Tu vois, ça me ferait très plaisir que la gauche actuelle fasse un film sur Robespierre, si on a envie. S'ils ont envie de défendre la gauche, il n'y a aucun problème. Mais faire un film de qualité sur Robespierre, ce serait chouette, quoi. Ça pourrait ouvrir le débat, ça pourrait permettre aux gens de voir l'histoire de Robespierre, ça permettrait aux gens de gauche de mettre en avant un symbole qui leur plaît bien, et c'est très chouette. Mais si être de gauche aujourd'hui, c'est seulement critiquer des films qui ont une tendance plutôt conservatrice, une tendance plutôt droite ou extrême droite, si on veut se placer sur ce prisme-là, si c'est ça être de gauche, c'est ridicule. On en parlait quand on discutait du Puy du Fou il y a quelques mois. Tu te dis, putain, aujourd'hui, les gens de gauche, ils ont qu'une chose à foutre, c'est critiquer le Puy du Fou. Mais faites votre parc, faites votre propre parc. Ce serait génial qu'il y ait les deux, qu'il y ait un équivalent du Puy du Fou, avec une autre vision de l'histoire, une autre narration, d'autres spectacles. Mais c'est très bien, régaler les gens, au lieu de faire des tribunes que personne ne lit dans Libération. Ce serait bien qu'il y ait des débats, il y ait des désaccords par l'action, par la réflexion. Si c'est juste pour casser les couilles quand les gens essaient de faire des choses, ça sert à rien.
Voilà, ça aussi c'est mon coup de gueule. Ishigo Bankai 38 nous dit « Je pense que je n'irai pas au ciné voir des films français. Je suis d'accord que les USA font de la propagande, mais c'est de la propagande qui te sort de ton quotidien, alors qu'en France on fait de la daube intersidérale, des films où on se tape dessus nous-mêmes, des films de genre pourri, donc le cinéma français subventionné, bof au final. » Alors j'ai vu plusieurs personnes qui évoquent la question de la subvention, enfin des films subventionnés, mais je suis pas trop d'accord avec ça parce que si demain on subventionne les films du Puy du Fou, est-ce que vous allez critiquer le fait qu'il y ait des subventions culturelles en France ? Je trouve ça très bien, moi, les subventions culturelles. C'est juste que ce sont des gens d'un certain camp politique qui les donnent à des gens comme eux d'un certain camp politique. Mais normalement, si on respecte la pluralité des opinions, des idées, si on respecte une certaine richesse culturelle, tout le monde pourrait recevoir des subventions. Or, en dehors des questions de politique, de bord et d'idéologie. Donc, c'est pas la question de la subvention, moi, qui m'emmerde. C'est plutôt que c'est mal réparti. C'est juste ça. Comme à la télé, tu vois, moi, j'ai pas de problème qu'il y ait des... Enfin, que dans les médias... Pas de souci que les médias reçoivent des subventions, mais il faudrait juste les donner avec plus d'égalité. Et ça irait très bien. Pour ça, on en avait déjà parlé concernant une proposition politique aujourd'hui qui est faite par Sarah Knafo notamment, mais il n'y a pas qu'elle, de privatiser le service public. Je trouve ça assez scandaleux et malhonnête de la part des politiciens qui défendent cette idée-là, dans la mesure où le problème ne vient pas des médias publics, il vient du fait que sur ces médias publics, il n'y ait pas de véritable pluralité. Mais si demain, sur France Info, de 9h à 10h, tu as une émission animée par Léa Salamé, et de 10h à 11h, tu en as une animée par Christine Kelly, où chacune fait ses choix d'invités, ses choix idéologiques, ce serait génial. Donc le problème, ça vient pas du média public en soi, ça vient du fait que un petit groupe de gens se soit recentré et s'invite entre eux pour créer un entre-soi idéologique dégueulasse. Mais si demain on fait un vrai service public digne de ce nom, avec beaucoup de pognon et qui donne la parole à tout le monde, c'est trop bien, ce serait trop cool. Mais donc voilà, la privatisation, ce que ne disent pas les politiciens qui défendent cette idée de privatisation, à mon avis, c'est surtout de vouloir le vendre à leurs copains. C'est-à-dire que si demain Bolloré met la main sur France Info, Sarah Knafo, elle sera très contente. Si c'est Mathieu Pigasse qui met la main sur France Info, elle va encore trouver à râler. Donc même la privatisation, ça n'ira pas si c'est pas Bolloré ou Sterrin qui mettent la main dessus. Donc je trouve ça assez malhonnête, en vérité, de parler de privatisation au nom du débat public. Si on veut défendre le débat public, on défend les médias publics, mais en défendant une pluralité obligatoire, et pas une privatisation pour servir les intérêts de capitaines d'industrie qui vous permettent d'être là et qui vous financent, en vérité. Donc voilà... On est parti sur un autre sujet, mais tu vois, moi je sais ce qui arrive, donc on peut parler autant que vous voulez. Moi je sais qu'après, après on va chialer. Après on va aller dans la littérature, on va aller dans l'injustice. Là on va en avoir de l'injustice. Je vous le dis tout de suite. Il y a Mazette voilà Mumei 57 qui nous dit « Le Japon a pas besoin de subventions, suffit d'avoir un système de conglomérat qui finance à haute échelle des œuvres faites par une constellation de petits studios et grands studios, finance et pluralité. » Alors je connaissais pas le système japonais, mais merci beaucoup pour la précision. C'est là qu'on voit qu'on a quand même on a vraiment une communauté de grande qualité. Ça commence à parler système médiatique au Japon. C'est quand même pas rien. Je te le dis. Tac, hop là. On a quoi d'autre dans le chat, les amis? Dites-moi. Il y a Ravnos32 qui dit: de manière générale, j'ai la sensation que les sujets sont souvent les mêmes et pas forcément bien scénarisés. Ça manque d'originalité. Ça fait longtemps que je ne me suis pas dit waouh, il est fou ce film. Et subventionnés, ils sont souvent mauvais. Mais en plus, enfin. Oui, arrêtons peut-être avec la question des subventions. C'est peut-être compliqué de tout voir à travers ce prisme-là, les amis, vraiment. En tout cas, bon, c'est que mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, mais j'insiste là-dessus, c'est pas la subvention qui fait le problème, vraiment. Demain, vous pouvez avoir un milliardaire qui finance des films de merde. Il a aussi le droit, c'est pas interdit. Donc, je suis pas sûr, en tout cas, de cette lecture-là. Bignapololo dit: à mon avis, le seul personnage historique potable français, c'est l'empereur Napoléon Ier. Je pense qu'il y en a d'autres. La dernière adaptation d'un film sur Napoléon, ça a été fait par un... Comment il s'appelle
Ridley Scott, il est quoi lui ? Il est australien, il est britannique. Bon, de toute façon, c'était de la merde son film. Voilà, fin de la critique ciné. Hélène Ségela nous dit « Je trouve la ligne pas super assumée entre le fait de critiquer les films woke, films français gauchistes dans les campagnes, et pleurer quand on critique les films droitards, Sacré-Cœur. » Non, mais j'ai pas... Tu dis par rapport à ce que j'expliquais ou de manière générale ? Dis-moi. Jean Neymar nous dit « Oui, enfin, le milliardaire me prend pas ma thune pour financer le film de merde. » Ça, c'est pas si vrai. Alors, on parle de ce sujet-là, c'est pas le sujet numéro 1 aujourd'hui, mais on peut en papoter si vous voulez. Là aussi, hein, je crois sincèrement qu'il y a un petit piège sur le côté, au moins avec des milliardaires qui financent la culture ou les médias, oui, mais en fait, le milliardaire, il prend pas mon argent. C'est pas si certain en termes de subventions, pas forcément médiatiques ou culturelles, mais il y a beaucoup de milliardaires en France qui profitent d'optimisation fiscale, qui profitent d'aides publiques. On peut parler par exemple du CICE, le Crédit Emploi Recherche, là, tous ces trucs-là. Je suis pas certain que les milliardaires ne profitent pas aussi de votre argent. Donc, si on va au bout du raisonnement, c'est trop facile de dire un milliardaire, il n'a pas d'argent public directement donné, donc il n'y a pas de problème. Je vous assure qu'un milliardaire, à un moment donné, il touche des sous de l'État. Il en profite. À un moment donné, c'est sûr et certain qu'il en profite. Donc, vraiment, je suis pas certain sur cette histoire de subvention publique. C'est aujourd'hui le gros du débat, hein, dès qu'on parle des médias, dès qu'on parle de la culture. La droite et l'extrême droite se concentrent beaucoup là-dessus. Mais moi, je vous dis, je pense, et c'est que mon avis, que privatiser les médias publics, c'est juste devenir encore un petit peu plus les paillassons des milliardaires français. Encore un petit peu plus. Et ça ne réglera absolument rien. Et c'est malhonnête, parce que si demain on privatise, j'insiste sur cet exemple, mais si on privatise les médias publics et que c'est Mathieu Pigasse, milliardaire de gauche, tout est possible, qui met la main sur les médias publics, vous allez voir que tous les politiciens de droite et d'extrême droite qui réclament cette privatisation vont chialer, parce que leur objectif n'est pas de privatiser le service public pour économiser de l'argent, leur objectif est de le mettre entre les mains de milliardaires de leur propre camp. Donc si on veut continuer à vendre les bijoux de la couronne, sans mauvais jeu de mots, et de tout filer à des milliardaires qui s'en serviront pour chier dedans et le revendre peut-être un jour à des Américains, il n'y a pas de problème. Mais ne pleurons pas. Quand Macron privatise nos grandes entreprises, pour moi, ça participe de la même chose. C'est qu'on prend pas des instances, mais merde, j'ai perdu le mot. Prend des richesses françaises, on va dire, qu'on fout entre les mains de gens qui sont là pour faire du pognon. Quand on parle de privatisation du service public, c'est même plus la liberté d'expression, la liberté d'opinion qui est au centre du débat. C'est simplement une question de subvention. Je trouve ça un petit peu dommage. Twitchach qui dit milliardaire de gauche, oh un poisson volant, c'est vrai que l'expression est curieuse. Victor Macno dit « Jacques Coeur, le financier de Charles VII, ferait un excellent film. Lire le livre de Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur. » Complètement d'accord. Un film sur les Templiers aussi, ce serait génial. L'histoire de Jacques de Molay, là tu te régales. Je peux te dire, un film là-dessus, ce serait vraiment extraordinaire. Comment les Templiers se sont fait péter la gueule après avoir été les banquiers de l'Europe entière. Ça, ce serait chouette. Hein. Tu vois, il y en a plein des idées. Il y en a plein. Donc voilà, tout ça pour dire, on part de là, on revient là-dessus, sur le cinéma français, französisch cinéma. Les amis, on va enchaîner 17h29, on est à peu près dans les temps, à pas grand-chose, mais il est l'heure. Il est l'heure d'aller parler littérature, mais pas que. Il est l'heure de parler justice, de parler d'un innocent. Parce que oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un innocent, nous allons parler d'un homme qui a été bafoué, qui a été traîné au sol, qui a été insulté par la République française. Un homme innocent, à n'en pas douter. En témoigne d'ailleurs la grosse dizaine d'affaires dans laquelle son nom est cité. C'est un homme qui n'a rien fait. Et s'il est cité dans des affaires, c'est pas fait exprès. C'est oups. Il a pas fait exprès. Aujourd'hui, on va parler littérature. On va parler littérature avec un témoignage bouleversant. Je peux te dire, j'ai été pris aux tripes. J'ai envie de vous présenter le journal d'un prisonnier
de Nicolas Sarkozy. On va parler de ça aujourd'hui. On va prendre le temps de décortiquer. Vous le savez, c'est mon péché mignon. Les bouquins de politiciens. On s'est farci Marine Tondelier il y a quelques mois. Façon de parler, évidemment, rien de sexiste là-dedans. On va aujourd'hui se farcir notre ami le basketteur Nicolas Sarkozy. Alors, je vous le dis tout de suite, on est dans une analyse littéraire. On va chausser nos lunettes en 2001. On est sur de l'analyse littéraire. Je ne vais pas vous refaire l'affaire. Sur le fond judiciaire qui est complexe à maîtriser, je ne suis pas là pour vous dire si la décision de justice est bonne ou mauvaise, je n'en sais rien. Donc je vous le dis tout de suite, les pro-Sarkozy qui ont envie de m'entendre dire il est innocent et les anti-Sarkozy qui ont envie de m'entendre dire il est coupable parce que ça, je n'en sais rien. Donc allez voir, il y a plein d'experts judiciaires autour de l'affaire Sarkozy, des gens qui sont plombiers le lundi et le mardi, ils sont spécialistes en droit constitutionnel. Donc allez écouter plein d'analyses qui vous diront s'il est innocent ou pas, c'est selon. Moi, non seulement je m'en branle, et en plus, j'ai pas les compétences pour vous faire une analyse judiciaire. Donc, je vais me contenter de ce que nous dit le grand Schtroumpf dans ce formidable bouquin. Et là, vraiment, j'aimerais être sérieux, parce que c'est un grand livre. C'est un grand livre à l'image de son auteur. C'est un grand livre, et j'insiste là-dessus de manière extrêmement sérieuse, c'est le livre d'un innocent. Regardez, un homme innocent, d'ailleurs, Le Monde lui a consacré une page entière où on peut suivre en temps réel toutes les affaires dans lesquelles il est nommé, en tant qu'innocent, évidemment. Des affaires pour lesquelles il a été soit condamné, soit l'affaire est toujours en cours, soit l'affaire est terminée sans mise en cause. On a eu pas mal de choses. Il y a eu des affaires où il n'a pas été mis en cause. Il y en a d'autres, on verra. Affaire à suivre. C'est vrai que l'avantage avec Nicolas Sarkozy, la grande force, c'est quand on dit Sarkozy est condamné, on ne demande pas la peine, on demande dans quelle affaire. Et ça, c'est quand même très très rare. Depuis Jack l'Éventreur, on n'a pas vu quelqu'un qui a mouillé dans autant de scandales. Donc, on s'est farci ce bouquin. Je vous raconte quand même l'histoire du livre. C'est que dans ma belle famille, il y a eu les Secret Santa. Tu sais, c'est Noël où tu dois offrir un cadeau à quelqu'un, mais tu sais pas. Tu vois, on dirait un petit peu les cadeaux fiscaux du gouvernement. Prenez, servez-vous, on verra qui ça fait plaisir. Et donc là, personne de ma belle famille qui m'a offert ça. Je ne sais toujours pas si c'est premier degré en pensant que j'allais vraiment aimer ou si c'était justement pour alimenter la chronique humoristique à laquelle vous allez assister. Chronique humoristique et littéraire. On est là pour parler bouquin. Parce que le plus drôle dans cette affaire, c'est que c'est un vrai livre. Tout ce que je vais vous dire est vrai. Alors, je commence par la fin pour vous donner l'état d'esprit dans lequel j'étais avant d'attaquer cette œuvre. Je me suis dit, sans nul doute, ça va être de la merde. Mais je dois vous l'avouer, vraiment entre vous et moi, j'ai été dépassé par le bouquin, à quel point c'est lunaire. Mais vraiment, j'ai lu des bouquins de science-fiction qui me paraissaient beaucoup plus cohérents. Dune, à côté du journal d'un prisonnier, c'est Martine à la plage. Je vous le dis tout de suite. En termes de rapport au réel, on est dans un autre monde. Star Wars, c'est Louis la Brocante. Vraiment, on est dans une autre dynamique. De quelqu'un, si tu veux, c'est pas qu'il réécrit le réel. C'est juste que c'est pas le même réel. Nicolas Sarkozy, le roi du métavers. On peut l'appeler comme ça. Et le pire dans tout ça, avant d'attaquer l'analyse, c'est que c'est un bouquin qui est un véritable succès de librairie. Au moment où je vous parle, on a 140 000 exemplaires qui ont été vendus de cette merveilleuse ouvrage. Évidemment, merveilleux ouvrage. On a eu un écho médiatique fort. Notre Nelson Mandela de Neuilly qui nous a pondu ce bouquin qu'on va évidemment se farcir et qu'on va évidemment analyser. Bouquin écrit en 20 jours, montre en main, bracelet au pied, 20 jours pour écrire le journal d'un prisonnier, parce que c'est la durée d'incarcération de Nicolas Sarkozy. Donc on rappelle que Nicolas Sarkozy a un temps d'incubation plus faible que certaines maladies sexuellement transmissibles. 20 jours, c'est quand même pas beaucoup. Il me semble que c'est le temps de gestation d'une belette, si je dis pas de conneries. Après, je suis pas un expert en belette. Vous lirez la biographie de Roselyne Bachelot si ça vous intéresse. Donc, on va décortiquer le bouquin partie par partie, comme d'habitude. Je vous fais une analyse aux petits oignons avec
tout ce qu'il faut retenir de ce livre. Évidemment, vous avez la fiche récap pour garder ça, l'encadrer chez vous, le mettre au mur, fiche récapitulative de tous les points forts de ce livre. Vous l'avez en description de la vidéo si vous regardez sur YouTube. Vous l'avez dans le chat Twitch si vous regardez en direct, évidemment, pour télécharger le récap de cette œuvre, de ce chef-d'œuvre, avec tous les points forts et évidemment toutes les pépites. On va monter crescendo, comme d'hab, et on finira avec les pépites du livre, mais des trucs à chialer de rire. Donc, la première grosse partie que je voulais consacrer à ce livre, c'est l'innocence. L'innocence, évidemment, de Nicolas Sarkozy, qui ne se gêne pas pour le rappeler à bien des reprises dans son bouquin, non seulement l'innocence de Sarkozy, mais surtout la remise en cause d'une décision de justice. Vous allez voir, ça va commencer fort. Page 29, on a par exemple, je vous donne les repères pour ceux qui ont le livre entre les mains, ou au chiottes, vous le mettez où vous voulez. Page 29, on a cette phrase « Aller en prison alors que j'étais innocent, représenter une redoutable épreuve, mais subir la double peine d'être emprisonné tout en étant accusé de bénéficier de privilèges aurait été insurmontable. » Les privilèges de Sarkozy, on va y revenir, parce qu'il n'a eu aucun privilège. On va y revenir. Donc, évidemment que Sarkozy est innocent. Il nous le rappelle également, page 50. Je vous le dis, il insiste un tout petit peu. Page 50, on peut lire « Les incohérences d'un jugement dont le raisonnement aurait dû conduire à la reconnaissance de mon innocence et non au prononcé d'une peine aussi lourde. » Donc, Sarkozy est innocent, évidemment. Page 24, j'ai sorti les mouchoirs parce que vraiment j'avais envie de chialer ma grand-mère. Sarkozy écrit page 124, il ne s'est jamais agi pour moi de provoquer, de ferrailler, de défier quiconque, seulement d'affirmer mon innocence totale et complète. Je n'aspirais qu'à vivre tranquillement ma nouvelle vie, loin des affres de l'affrontement politique. Je n'avais nulle envie de ces nouveaux combats, mais je ne peux me résoudre à confesser des délits que je n'ai pas commis pour espérer une clémence aléatoire ou juste un moment de paix. Je ne suis qu'au début de l'émission. Si vous avez déjà vomi, ça va être très très long. Mangez des yaourts, le régime Petit Nicolas, qui marche très très bien. Ça va être très long. Pour ceux qui ont déjà du mal, ça va être très très long. Donc on résume le début de mon analyse littéraire de ce bouquin formidable, Journal d'un prisonnier, en vente dans toutes les librairies. Nicolas Sarkozy est innocent. Évidemment, ça ne fait aucun doute. Aucun doute. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le fond judiciaire de l'affaire, je le connais pas, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Moi, je pars d'un principe beaucoup plus grégaire, beaucoup plus terre-à-terre, qui est l'équivalent de ce qu'on pourrait qualifier d'un chais. Tu vois, à un moment donné, bien fait. Je veux dire, quand tu es dans 12 affaires judiciaires, toutes plus graves les unes que les autres, quand tu as trahi la France entière avec le fameux traité de Lisbonne en 2007, j'ai envie de te dire karma. À force d'enculer les gens, karma sutra, même si tu veux. Donc, moi, je pars de ce principe-là, qui judiciairement ne se défend pas. On me dira, Rémi, c'est pas sérieux, on peut pas mettre quelqu'un en prison sur la base d'un chais. Et pourquoi pas ? Parce que je ne suis pas le seul à remettre en doute la justice. Et non, parce que je me base sur ce qu'écrit Nicolas Sarkozy lui-même concernant la justice. Alors, il écrit, page 67, « La justice, je lui pisse au cul. » Non. Mais c'est pas loin, vous allez voir. C'était une petite blague. Ce qu'il a vraiment écrit, je vous le lis, page 67. C'est sans doute le moment de tordre le cou à un argument particulièrement fallacieux, et pourtant scandé sur les plateaux de télévision. J'ai envie de le lire avec sa voix, mais ça va être très très long. Il ne faut pas critiquer une décision de justice. Cela ne doit pas et ne peut pas se faire. Je note que, si tel était le cas, il n'y aurait ni doctrine, ni jurisprudence, puisque justement c'est leur rôle. Mais à partir du moment où la justice, qui était une autorité, est devenue un pouvoir, non seulement la critique est nécessaire, mais plus encore elle est saine. En effet, qu'est-ce qu'un pouvoir qu'on ne peut pas critiquer, si ce n'est une dictature, un totalitarisme, le contraire de la démocratie qui se nourrit de la critique positive comme négative. La justice est devenue un pouvoir, il s'agit sans doute d'une évolution sur laquelle personne ne reviendra. Elle doit en accepter la contrepartie, celle de la critique de son action, au même titre que cette dernière s'applique sans limite au pouvoir exécutif comme au pouvoir législatif. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? On va récapituler de manière très facile. N'importe quel citoyen qui déboule et qui dit « de toute façon, le juge, je l'emmanche ».
pour être un petit peu poli. On dira à ce citoyen, Monsieur X, vous ne pouvez pas remettre en cause la justice de votre pays, mais vous vous rendez compte, la rupture civilisationnelle, si on commence à mettre en doute le rôle de la justice. Bon voilà, Monsieur X, il peut pas. Parce que de toute façon, Monsieur X, il est au SMIC. Si la justice commence à le chatouiller et le sanctionner un petit peu trop fort, il va finir par manger ses ongles de pied. Donc Monsieur X, il ferme sa gueule et il respecte la justice. Parce qu'il n'a pas le choix, en vérité. Mais ça, c'est Monsieur X. Parce que tu as Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy qui te dit ouvertement, la justice prend des décisions politiques, donc la justice est un pouvoir, donc on peut critiquer la justice. CQ, FD. Voilà, c'est FDP, même on a envie de dire. Mais CQFD. CQFD tout court. On pourrait presque s'arrêter là, en fait. On pourrait presque se dire que le journal d'un prisonnier est d'abord le journal d'une racaille. On a envie de dire, viens voir ici si t'es un homme. Hein, c'est avant tout le journal d'une racaille, de quelqu'un qui ne reconnaît plus la justice de son pays au simple motif qu'il a été lui-même condamné. Mais on y reviendra là-dessus. On y reviendra à la fin dans l'analyse générale du bouquin parce qu'on n'est qu'au tout début. On n'est qu'au tout début du plaisir. Mais pour vous dire déjà, la substantifique moelle du bouquin, c'est que non seulement Sarkozy se prend pour un innocent, mais en fait, on est face à quelqu'un qui ne reconnaît même plus la justice de son pays. Donc, pourquoi je vous lis ça ? C'est que même les gens qui défendent Sarkozy, en arguant du fait que la justice a mal été appliquée, vous défendez quelqu'un qui ne reconnaît pas la justice. Donc ça sert à rien d'avancer des arguments judiciaires pour défendre Sarkozy, en disant que le droit a été mal appliqué. Pour Nicolas Sarkozy, c'est la justice elle-même qui n'est pas respectable, qu'elle soit bien ou mal appliquée. Donc vous défendez quelqu'un qui ne respecte pas, en vérité, votre avis. Donc là, on est déjà au cœur du bouquin. Et c'est à peu près les seules choses sérieuses et dignes de réflexion qu'on a dans ce livre. Parce que le reste, c'est le cirque pindère de l'enculerie politique d'un mec qui a fraudé toute sa vie et qui vient nous expliquer que le problème, c'est les autres. Hein. Et que Nicolas Sarkozy est un saint. Au-delà d'être innocent, vous allez voir que notre ami le Minimoys joue à Jésus. Si, tu vas voir, je mets un petit peu de suspense. Mais Nicolas Sarkozy, avant d'être un saint, c'est quelqu'un qui n'a pas de haine. Non, j'ai pas de haine. Il n'a pas de haine. Il n'a pas de haine. Écoutez ce qu'il écrit, page 11. Et là, vous allez être touchés, comme dirait Gérard Miller. Mes amis m'ont souvent reproché de pardonner trop vite ou d'oublier trop facilement les offenses et les trahisons. J'ai compris que la haine est un sentiment dangereux qui se nourrit de lui-même, qui se renforce jour après jour jusqu'à devenir inextinguible si l'on ne se l'interdit pas. Plus on est, plus on a envie de haïr. C'est un enchaînement sans fin. Ces sentiments m'étant étrangers, je n'imaginais pas que les autres pouvaient les exprimer à l'endroit de ma personne. C'est peu dire que j'étais à 100 lieues de penser que j'avais pu susciter de telles passions aussi démesurées que disproportionnées. Sarkozy est un saint. Nicolas Sarkozy is a boob. Oui, je vous le dis, c'est un saint homme. Voilà, on a eu Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, on a Nicolas Pastis, l'ancien président bouddhiste. Il boude, Nicolas, il boude. D'ailleurs, il n'a tellement pas de haine que écoutez ce qu'il écrit, page 74 sur Ségolène Royal. Il écrit, concernant Ségolène Royal, qui avait déclaré que, comme Sarkozy avait touché du pognon de Kadhafi, elle aurait dû gagner les élections. Sarkozy, en réaction, écrit: cela n'empêcha pas Ségolène Royal d'affirmer sans rire qu'elle avait perdu l'élection de 2007 à cause de l'argent de Kadhafi. Plus c'est gros, plus cela passe. Sûrement un hommage à Benjamin Griveaux. Et avec elle, ce n'est jamais assez gros. Apparemment, il la connaît sur le plan intime. À son crédit, je dois dire que je ne suis pas certain qu'elle comprenne toujours le sens de ce qu'elle dit. Cela la sauve de la honte. Écoutez, je n'ai pas de haine. Mais Ségolène Royal est une pute. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon personnage. T'as vu, j'étais dans Nicolas Sarkozy. Attention, j'aime pas les yaourts. Mais il n'a pas de haine, ce monsieur. Il n'a pas de haine. Et il nous dit dans son bouquin que Ségolène Royal est une conne. En vérité, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est ce que je trouve assez bluffant. Quelqu'un qui n'a pas de haine, mais qui ne peut pas s'empêcher de mettre un missile à Ségolène Royal, alors que c'est le journal d'un prisonnier. Hein, c'est vraiment pas le sujet. Il n'a pas de haine. Il n'a pas de haine. Mais on avance parce que, je vous le disais tout à l'heure, Sarkozy, donc non seulement pisse au cul de la justice,
non seulement s'invente un personnage qu'il n'est pas, et vous allez voir, il n'y a pas que ça, hein, mais surtout, Nicolas Sarkozy instrumentalise la religion catholique jusqu'à plus soif. Et là, j'en ai lu des conneries. Hein, je sors du livre de Marine Tondelier. Donc je peux vous dire que ça fait quand même 2 mois que je cicatrise. C'est pas mal. Je me suis replongé là-dedans. Je me suis dit, on ne fera pas pire que Marine Tondelier aussi. Marine Tondelier, c'est la princesse de Clèves à côté. Sarkozy se prend pour Jésus. Alors, pour rappel, Sarkozy vient d'une famille de tradition catholique. Sa mère était catholique, son grand-père est juif converti au catholicisme, si je ne dis pas de bêtises. Pour rappel également, Sarkozy est un homme qui en 2004 avait publié ce bouquin-là, si jamais je vous donne la petite ref, La République, les religions et l'espérance, aux éditions du Cerf. Il y parlait notamment de son attachement à la religion catholique. Et dans ce livre, il y a un entretien avec Philippe Verdun, prêtre dominicain, et Sarkozy s'était décrit dans ce bouquin de culture catholique, de tradition catholique, de confession catholique. Nicolas Sarkozy est tellement catholique que il avait déclaré en 2007, après son élection, il avait évoqué son besoin, et tout ce que je vous dis est vrai, son besoin d'une retraite pour, je cite, prendre la mesure de la charge qui pesait sur ses épaules. Donc, après son élection en 2007, il avait envisagé de se retirer dans un monastère. Bon, alors manque de bol, il avait fini sur le yacht de Vincent Bolloré. Ouais. Oh, parce qu'il s'est planté de route. Voilà, au départ, c'était chaussé aux moines. Finalement, ça a fini sur le yacht de Bolloré. Bon, ben voilà, il s'est planté. Donc, on connaît Sarkozy. Il n'a jamais eu trop peur d'instrumentaliser des religions à des fins politiciennes. Mais alors là, écoutez, il y a des colères qui sont saines. Écoutez, là, il allait loin. Là, oh ouais. Oh là là, là il allait loin. Écoutez déjà, page 48, pour vous mettre à température à quel point Nicolas Sarkozy ose tout, et c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Il nous écrit, attends, j'ai noté page 48 et il n'y a rien. Page 48, ah là 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 là, suis-je un con? Ben on va, page 16 et 17, c'est pas grave, c'est la même chose. Écoutez ce qu'on peut avoir page 16 et 17. Le bon Dieu avait bien fait les choses puisque le ciel était bleu et le soleil rayonnant. Pas une goutte de pluie à l'horizon. Rien à voir avec la veille où à la même heure il faisait un temps à ne pas mettre un piéton dehors. Ah, j'ai envie de glisser des imitations de temps en temps. C'était déjà cela. J'y voyais même un signe de la providence. Non que je sois un pratiquant régulier, encore moins un chrétien exemplaire. Puisqu'il me fallait porter une croix, je devais tenter de le faire en m'élevant spirituellement. Oui, le chemin de croix de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est une petite croix, voilà, attention, c'est un petit dé à coudre, il se promène avec son petit dé à coudre, mais le mec te parle de son chemin de croix. Voilà. Donc on aura eu Jésus à Bethléem, on a Sarkozy à la santé. Voilà. Mais en toute tranquillité. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant dans le bouquin. C'est que il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas de gêne, comme disait Jean-Marie Le Pen. Donc, ça fait plaisir. Tu vois, page 83-84, Nicolas Sarkozy nous narre sa rencontre avec l'aumônier de la prison, là où il est à la prison de la Santé. Il y a un aumônier, Sarkozy le rencontre, et puis ils ont des échanges un peu spirituels là-dessus, et Sarkozy écrit « Je m'apprêtais à communier pour la première fois depuis de nombreuses années. J'en étais heureux et même ému. Ce fut la célébration la plus courte à laquelle il m'a été donné d'assister. Nous commençâmes par dire à notre Père un « Je vous salue Marie », puis nous nous recueillîmes ensemble un long moment. Le silence régnait. Je communiais avec une certaine ferveur. Puis nous demeurâmes sans parler. Ce silence était apaisant, surtout dans cet univers tellement violent. Nous nous quittâmes en nous promettant de nous revoir le dimanche suivant. Plus tôt, à 11h, me précisa mon nouvel ami. Et juste en bas de la page 83, Nicolas Sarkozy écrit « Certains pourront ironiser sur cette forme de conversion subite. Ils l'interpréteront sans doute comme un signe de faiblesse, au mieux passagère. Peu m'importe, puisque ce sont les sentiments que j'ai profondément ressentis. Je me suis engagé sur la vérité de ce récit. Cette partie de mon témoignage y participe. » Alors, conversion subite. Voilà, peut-être qu'en fait, il n'a jamais été catholique. En fait, on ne sait pas. C'est l'avantage de Sarkozy. C'est que Sarkozy, on le rappelle, avait inventé le en même temps macroniste avant Emmanuel Macron. C'est-à-dire, je te dis tout et son contraire, et puis tu te démerdes. Hein. Tu prends ce que tu veux, et puis comme ça, tout le monde est content. Donc,
est-ce que Sarkozy est catholique ? Est-ce que dans son bouquin, il fait à peu près la même technique que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec ce retour du catholicisme qui est autorisé à partir du moment où on l'appelle le judéo-christianisme, hein ? On voit aujourd'hui dans les médias Bolloré ce retour d'un catholicisme porté par des gens qui ne sont pas de confession catholique. Sarkozy semble s'inscrire là-dessus. C'est-à-dire vraiment, il en fait des tonnes et des tonnes au passé simple sur son rapport au catholicisme, ça sort de nulle part. Ça sort d'absolument nulle part. Et le mec est tellement un menteur, vous allez voir, je vais vous le démontrer, parce que même dans le livre, il y a des mensonges, que tu te dis, t'en viens même à douter de ça. Mais il est dans son chemin de croix. Ave Nicolas, rends l'argent. Parce que c'est Nicolas qui paye pas, pour le coup. Page 212. Alors là, par contre, on commence gentiment à monter en qualité dans ce que je vous propose. Hein. On commence à monter dans les délires du bouquin. Donc, j'aimerais quand même que là, vous commenciez à respirer. Voilà. On va faire de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, tu commences à... Et t'as la version Pierre Palmade de la respiration. C'est tout. Donc là, on est en cohérence cardiaque. Là, je vais vous demander de maîtriser un petit peu votre respiration parce que ça peut heurter la sensibilité des plus lucides, ce que je vais vous lire. Page 212. C'est d'ailleurs le dernier paragraphe du bouquin. C'est la fin. C'est la fin de cette merde. Page 212. Nicolas Sarkozy écrit « Je vous jure que c'est vrai. » C'est ce qu'on appelle un rire aigre doux. Et j'aime la gastronomie chinoise. On est dans l'aigre doux actuellement. Il me reste une promesse à tenir. Elle pourra paraître étrange, puérile, impudique, mais je me la suis faite au cœur de la nuit de la santé. La promesse, évidemment. Je me dois de la tenir. Toujours la promesse. Si je sortais de cet enfer, j'irais à Lourdes, voir les malades et les désespérés. Je passerai la journée avec eux et m'immergerai en leur compagnie dans les piscines du sanctuaire. Quelques mois auparavant, la lecture de Zola m'avait fait découvrir Lourdes, à laquelle il a consacré un livre magnifique. Cela m'a tellement aidé de penser à ceux qui souffraient bien davantage que moi. Je leur dois, à eux aussi, d'avoir pu tenir. Cette promesse sera donc honorée comme toutes les autres. La vie qui passe et qui propose tant d'épreuves permet de renaître plus fort, plus mature, plus grave. À la santé, j'ai recommencé ma vie. Voilà, donc Nicolas Sarkozy qui est le premier catholique de France à avoir découvert Lourdes dans les pages de Zola. Hein. Lourdes, c'est plutôt sa syntaxe pour l'instant. Voilà, non mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que un musulman qui a découvert le pèlerinage à la Mecque dans Télé 7 jours, ça court pas les rues, si tu veux. C'est que quand t'es engagé dans une religion, les hauts lieux saints de ta religion, tu les connais. Et pas à travers les pages d'un écrivain d'il y a 3 siècles, si tu veux. Mais Nicolas Sarkozy, si. Il connaissait pas Lourdes. Le Lourdes, qu'est-ce que c'est ? Il connaissait pas. Donc, ça, c'est la fin du livre. Et je vous l'ai dit, là, on est au milieu. Pour l'instant, je suis puissance 4. Sur une échelle de 10, de tout ce que j'ai prévu pour vous dans cette séquence. Donc, voilà, Sarkozy se prend pour Jésus, Sarkozy parle d'un chemin de croix, il y a 2 références assumées à ce terme de chemin de croix, donc je pense sincèrement que c'est même une insulte aux catholiques, hein, en vérité, c'est une insulte aux catholiques d'instrumentaliser la religion, quitte à se faire passer pour un martyr quasiment au niveau de Jésus, on est vraiment sur un délire au niveau de ces talonnettes. Et j'ai pas fini. Parce que là, on rentre dans la catégorie que j'ai intitulée celle des pépites, qui porte bien son nom. D'habitude, vous le savez, on est dans de la belle pépite. Hein, je vous renvoie à la vidéo sur Marine Tondelier. Il y avait du haut niveau. Alors, avec Nicolas Sarkozy, on est en train de chatouiller les couilles de Thomas Pesquet. Là, on a quitté la stratosphère. On est entre Vénus et le ventre de Gérard Larcher. Donc, on est vraiment à plusieurs années-lumière. On est très, très loin. On est super loin. On est vraiment super loin. Là, on a des choses, c'est cocasse. J'ai pas mieux à vous dire. On va commencer page 23. C'est peut-être la moins fun, mais pour vous dire le boulard du mec. Hein. Ça nous renvoie autour des années 2000, la fameuse affaire de Human Bomb, cette prise d'otage dans une école maternelle à Neuilly, quand Sarkozy était encore maire de la ville. Sarkozy écrit
J'avais été promu chevalier en 2004 par Jacques Chirac, qui avait alors évoqué au titre de mes mérites supposés l'affaire Human Bomb, dans laquelle les circonstances m'avaient mis en situation de sauver des enfants de maternelle retenus en otage par un détraqué qui voulait faire sauter l'école entière. Voilà. C'est lui qui a sauvé les gosses, aucune mention à l'unité du raid, aucune mention faite aux policiers, non. C'est Nicolas Sarkozy, tout va bien, tout va bien. Alors, ça c'est la plus légère, hein. Je renvoie chacun à l'affaire de Human Bomb pour voir le rôle de Sarkozy, un rôle qui a beaucoup fait parler, certes qu'il faut saluer, parce qu'il a été courageux au moment de la prise d'otage d'aller physiquement s'engager, mais attention, de dire « j'ai sauvé des enfants », faut peut-être pas déconner. Mais ça, c'est la plus légère. Parce qu'après, on rentre dans la stratosphère. Là, vraiment, on a décollé. Page 27. Et vous allez voir, quand je vous parle de mensonges au sein même du livre, je vous le démontre. Ben vas-y, si t'es si fort, t'as qu'à venir. Ben je vais venir, Nicolas. Je vais venir. Page 27. Nicolas Sarkozy rencontre Emmanuel Macron, qui a insisté pour le voir avant son incarcération. Et Sarkozy écrit « Après l'avoir remercié, je refusais aussi fermement que catégoriquement tout changement. Je lui précisais même que je n'accepterais aucun traitement de faveur, entre guillemets, hein, le mec s'autocite, ce qui est quand même pas mal. Voilà, s'autociter, c'est bien. Il s'autocite, hein, là où normalement une femme s'ovocite, lui il s'autocite. Et il dit « Toute modification étant susceptible de provoquer une polémique. Je voulais me conforter strictement à ce qui avait été initialement convenu par les autorités judiciaires. » C'est page 27. Voilà, c'est là. Tu vois, j'ai pris mes notes, la caméra elle est là, voilà, paf, tu vois. J'ai pris mon petit stylo Big 4 couleurs et j'ai pris mes petites notes. Ça, c'est page 27. Page 41, c'est pas loin. Enfin, je veux dire, c'est sur la route. Hein. 27, 41, si t'es lancé, tu peux rallier les deux pages sans problème. Hein. On peut lire. Page 41. Premier parloir de Nicolas Sarkozy, le jour J, 6 heures après son arrivée en prison. Il est arrivé autour de 10 heures, à 16 heures, il a un premier parloir avec Carla Bruni. Hein. Lui est à l'ombre pendant que Carla Bruni, par rapport au soleil. Et il écrit « Seul éclairci dans cette journée sombre, Carla me rejoignit au parloir de la santé. Cette visite, dès le premier jour, il l'écrit lui-même, constituait un immense soulagement. Je ne l'avais quittée que depuis quelques heures, elle me manquait déjà cruellement. » Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas d'avantages, qui ne veut pas de traitement de faveur, regardons cet article de RTL qui nous rappelle que... merde, tiens, pourquoi je me suis planté dans le lien? Attends, vous voyez, j'ai mon petit trait d'union là, regarde, là ça va marcher. Non, pas du tout. Attends. Attends, tac. Voilà, c'est cet article-là. Je sais pas pourquoi j'avais mal foutu le lien. Voilà. Nicolas Sarkozy est le seul détenu de la prison de la Santé à bénéficier de 4 parloirs par semaine. L'ancien président est-il traité comme les autres détenus? Selon les informations de RTL, il bénéficie de 4 parloirs avec sa famille par semaine, alors qu'aucun autre prévenu n'en a plus de 3. Il bénéficie également de visites plus longues que ses co-détenus. Écoutez, je ne voulais pas de privilège, on m'en a donné. C'est encore du bol. Voilà. En 14 pages, il arrive à mentir. Ce qui est quand même une belle performance. Ce qui est quand même une très très belle performance. Et clou du spectacle sur ce premier parloir qui, je le rappelle, a lieu 6 heures après son arrivée en prison, Sarkozy écrit « Carla ne pouvait me lâcher la main. Nous étions émus et heureux. Elle me trouva bonne mine, ce qui la rassura. » En 6 heures, il n'y a qu'un crayon gris qui a plus bonne mine. Hein. Vraiment, t'inquiète Nico, normalement ça va. Hein. Je veux dire, t'es pas non plus à Guantanamo depuis 12 ans. Hein. À la santé depuis 6 heures. Il nous explique quelques pages plus tard qu'il a eu le temps de faire son jogging dans la salle de sport. Bon, ça va, tu t'es enfilé 2 petits filoutubes, t'as fait un coup de jogging, on est pas mal, tu vois. 6 heures après, t'as bonne mine, encore heureux, mon pote, parce que t'es pas non plus à Cayenne, tu vois. Hein, la seule fois que Sarkozy était allé à Cayenne, c'était une Porsche. Ah, elle est pas ouf, celle-là. Je sais pas si je la mettrais dans le spectacle, mais c'est pas mal quand même. Donc, tu te dis, tiens, ce livre se fout de notre gueule. Et j'ai pas fini. Évidemment que j'ai pas fini. Pages 52 et 53, toujours sur cette histoire de privilège. Hein, je vous l'ai dit, Sarkozy refuse le moindre traitement de faveur. Et
Pages 52 et 53, l'ami Nicolas revient sur l'épisode, vous savez, de ces 2 députés de la France Insoumise qui ont demandé, dans une démarche de provocation politicienne à 2 balles, soyons d'accord là-dessus, c'était vraiment un coup médiatique de merde comme la France Insoumise en est habituée, 2 députés LFI ont demandé à visiter la prison de la Santé, en espérant croiser Sarkozy. Et Sarkozy écrit par rapport à ça. Il défonce la France Insoumise, évidemment, et il écrit... la preuve venait spectaculairement d'être apportée que ce n'était sans doute pas une initiative superflue. Ces parlementaires sourcilleux omettaient de rappeler... Ah non, attendez, il faut que je vous lise les 2 paragraphes, pardon. Cet incident regrettable permit de clore rapidement la polémique naissante sur ma sécurité en prison. Les députés écologistes et de la France Insoumise exigeaient que je sois considéré comme un détenu ordinaire. Leur conception d'une égalité caricaturale autant que sectaire était offensée à l'idée que je puisse recevoir un traitement particulier. Le débat avait enflé à l'occasion des déclarations du garde des Sceaux qui souhaitait venir me rendre visite pour s'assurer des conditions de ma sécurité. Louable intention. Là, on est page 53. Voilà. Donc Sarkozy, page 27, nous dit « Je ne veux pas de traitement de faveur ». Et page 52 et 53, il nous dit « C'est quand même normal que j'ai un traitement de faveur ». En 30 pages, putain. C'est balèze, hein. Je veux dire... c'est fou de se contredire à ce point. T'imagines, Germinal qui se contredit en 30 pages. Au début, c'est des mineurs. 30 pages après, en fait, je sais pas pourquoi, c'est des voltigeurs dans un cirque. Pas facile de suivre. Hein. Mais avec Sarkozy, ça a du sens. Si, parce qu'en fait, il peut écrire n'importe quoi. Journal d'un prisonnier. Tu vas critiquer la vérité ? C'est la vérité, ça. Il a dit. Donc, tu critiques pas la vérité. Alors, on continue parce que Sarkozy, dans les aventures de Sarkozy derrière les barreaux, on apprend, et là vraiment j'ai commencé à transpirer du sif, du sillon interfessier, on apprend qu'il a failli perdre l'usage de sa main. Alors, je vais vous lire la scène en intégralité, c'est cette page-là. Voilà. Je vais tout vous lire, tout est vrai, mais vous irez vérifier à la FNAC, ou à la FIAC, ça doit se vendre là-bas, vous irez vérifier, page 32, si vous ne me croyez pas. Voilà ce que Sarkozy écrit concernant son entrée à la prison de la Santé. Au moment où je pénétrais à l'intérieur des murs, je fus aussitôt entouré par le personnel pénitentiaire en charge de ma surveillance. Ils étaient quasiment tous originaires des territoires ultramarins, grands gabarits, souriants et sympathiques. Je serrai la main de chacun. J'ai senti leur empathie embarrassée et leur étonnement de me voir incarcéré. Plusieurs m'ont dit avec une sincérité touchante « On ne comprend pas ce que vous faites ici, ce n'est pas votre place. » Et là, attention, accrochez-vous à votre slibard. C'était gentil et rassurant, même si je mis quelques minutes à récupérer un usage normal de la main droite après qu'elle eût subi de telles étreintes. Putain, heureusement qu'il a pas eu une crampe, Sarkozy, parce qu'on aurait eu le tome 2. Hein. Vraiment, le mec serre la main à 3 gardes pénitentiaires et il te dit « Putain, j'ai failli être le nouveau Jamel Debbouze. Encore un coup des Arabes. » Putain, qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Ça va vite, quand même. Moi, j'étais pas prêt. Page 32. Hein. Et cette daubasse, elle fait quand même 212 pages. Hein. J'étais même pas à un quart de ma lecture et j'avais déjà Nicolas Sarkozy qui a failli perdre sa mimine. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire quand même. Hein. Puis le pauvre, s'il avait qu'une main, tu m'étonnes qu'il y a Carla qui déboule. Donc, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est quand même quelque chose. Et j'ai pas fini. Alors, ce passage, vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est celui qui a été le plus relayé sur les réseaux sociaux, alors qu'il y en a des conneries dans le bouquin. On a Nicolas Sarkozy qui a failli perdre sa mimine, et on a également Nicolas Sarkozy qui découvre le téléphone. Et oui, page 46, écoutez ce qu'il écrit. Un téléphone était installé dans ma cellule, comme dans celle des autres détenus. Il s'agissait d'un poste fixe. Je devais me tenir debout pour l'utiliser car il était fixé au mur à hauteur d'homme. Son utilisation n'était guère aisée. Personne n'avait la possibilité de m'appeler. Je pouvais le faire, mais uniquement pour des numéros qui avaient été préalablement enregistrés et agréés par l'administration pénitentiaire. Il convenait ensuite de composer pas moins de 10 chiffres qui constituaient autant de codes nécessaires pour obtenir la ligne permettant enfin d'atteindre le correspondant désiré. Un véritable parcours du combattant. J'aimerais inventer tout ça. Bah, vous le savez, je me suis lancé sur scène pour essayer de faire rire les gens. Là, j'ai trouvé le texte de mon 2e spectacle. Je ferai une lecture
de ce livre à la manière de Lucchini. Alors, un Lucchini de Vinted. Hein. Mais je pense que tu peux faire chialer des gens de rire en lisant cette merde. Parce que c'est premier degré. Je veux dire, il n'y a pas écrit Pierre Dac sur la couverture. Il n'y a pas écrit Pierre Desproges. Il y a écrit Nicolas Sarkozy, tu vois. Qui lui-même te dit un téléphone accroché à hauteur d'homme. Là, tu te dis, bon... C'est l'autobiographie de Rocco Siffredi qui s'intitulerait Le doute m'habite. On est vraiment dans un chef-d'œuvre où Nicolas Sarkozy lui-même fait des vannes à son insu. C'est que dans sa tête, il est tellement persuadé en fait d'être Nelson Mandela qu'il écrit des trucs premier degré. Et il s'en rend même plus compte, en fait. Il s'en rend même plus compte des vannes qui se retournent contre lui. Moi, je trouve que c'est bluffant. Je trouve qu'on ne mesure pas le chef-d'œuvre auquel on a droit. Hein, notre Edmond dantesque de la politique française. Et j'ai pas fini, parce qu'il y a eu Sarkozy perd sa mimine, Sarkozy fait du téléphone, et on a aussi Sarkozy se compare à Dreyfus. Eh oui, pas Jean-Claude Dreyfus, de l'Olympique de Marseille. L'affaire du capitaine Dreyfus. Eh ben, pourquoi pas au point où on en est. Il s'est comparé à Jésus. Tu vas faire quoi comme dirait MC Hammer, ou Can't Touch This. Tu vas rien faire parce qu'il a fait péter les plafonds, Sarkozy. Écoutez ce qu'il écrit. Page 54-55. L'affaire Dreyfus prospéra sur la base de faux documents. La mienne débuta sur la base du faux de Mediapart doublé des faux témoignages de Taqieddine et du clan Kadhafi. Ces faits sont désormais avérés. Dreyfus fut d'abord dégradé devant le front des troupes. On lui retira ses galons et ses décorations. Je fus exclu de la Légion d'honneur devant le front de la nation, sans même attendre l'issue de mon recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé, un endroit que je connais bien désormais. Certes, je n'ai pas été relégué sur l'île du Diable dans la lointaine Guyane. Sur ce point, j'ai eu bien davantage de chance que lui. Mon crime aujourd'hui serait-il de ne pas être de gauche ? Ces dernières années, on ne peut que constater la célérité autant que la sévérité de la justice lorsqu'il s'agit de responsables de droite. Quand l'ancien ministre du budget de François Hollande dut reconnaître, après avoir menti aux Français et à la représentation nationale, bon après c'est de la merde, mais le mec c'est Dreyfus, putain, tu savais pas, Sarkozy c'est un mélange entre Dreyfus, Jésus et Mimi Mati. Et je savais pas, moi j'avais pas lu le livre, donc je savais pas, putain. Mais ça m'a mis, tu vois, ça m'a mis la réalité en face. Et c'est vrai que ça se tient, en fait. Et honnêtement, s'il se chauffe un peu, il peut te dire, en fait, son affaire, c'est antisémite. Mais il peut pas, parce qu'il est catholique. Donc il est bloqué. Donc, oh là 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 là, ah, c'est pas facile. Et c'est pas fini. Parce que on a eu Sarkozy perd sa mimine. On a eu Sarkozy fait du téléphone, on a Sarkozy joue à Dreyfus, mais on a aussi Sarkozy et la cuisson des pâtes. Oui, la cuisson des pâtes. Page 63. Page 63, on apprend que son ancienne directrice de cabinet, cabinet au sens politique, évidemment, pas pour le torcher. Ça, c'est ce qu'on appelle les journalistes. Son ancienne directrice de cabinet qui s'appelle Emmanuelle Mignon. C'est mignon. Elle fut directrice de cabinet à l'Élysée. Bon, c'était plus ou moins la responsable du PQ. Et je vous lis. Bon, en fait, je vous lis. C'est encore le plus simple. Ça sert à rien de faire des blagues. On va lire le texte. Je garderai cependant un souvenir ému. Non, ça va être long. Des recettes de cuisine qu'Emmanuelle Mignon, qui fut ma directrice de cabinet à l'Élysée, a tenu à me faire parvenir pour masquer son inquiétude quand elle apprit que je ne me nourrissais que de laitage, ignorant les repas de la prison. Elle avait consigné le temps de cuisson des pâtes, le minutage d'un œuf dur ou d'un œuf à la coque. Elle souhaitait vivement que je me serve de la petite plaque chauffante de ma cellule. Elle m'a sans doute toujours vu plus fort et surtout plus habile que je ne le suis.
J'ai dû la décevoir, mais son intention était si gentille. Je ne voulais pas utiliser mon temps d'enfermement à cuisiner. Cela étant, j'ai tant aimé ce geste venant d'une personnalité au caractère rude, mais dont le cœur était si généreux. Voilà. Ce sera sûrement adapté pour le prochain Marvel. Nicolas Sarkozy versus les Panzani. Normalement, c'est ça. Il y a eu Doctor Who. Là, on a Nicolas Sarkozy versus Lustucru. Parce que cuire des pâtes, il a dit « Elle m'a vu plus fort que je ne le suis. Comment vais-je vaincre une coquillette ?» Ouais. Alors que dans sa tête, il est Albert Dreyfus. Dans sa tête, il est Nelson Mandela, tu vois. C'est Edmond Dantès dans sa tête. Mais par contre, tout ce qui touche à la spaghetti, là, c'est sa kryptonite, en fait. On savait pas, hein, mais c'est vrai que Sarkozy, c'est une sorte de super-héros. Tu lui fous un paquet de farfales devant la gueule, il a de l'urticaire. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ignorais aussi. Hein. Alfred Dreyfus, je dis Albert, n'importe quoi. J'ignorais, en fait. J'ignorais complètement. Donc, c'est quand même assez fou. Hein. C'est vraiment assez fou. Tu vois, Sarkozy, il est passé de Kadhafi à Panzani. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? C'est fou. Et j'ai pas fini. Et j'ai pas fini parce que quand je vous dis que Sarko est un mytho, page 104 par exemple, il fait face à la procureure adjointe qui lui pose des questions, notamment sur s'il a des addictions. Voilà, sur le plan psychologique, c'est important quand vous avez un prisonnier, savoir s'il a des addictions à la drogue, à l'alcool, à des médicaments. Sarkozy répond « J'ai souri. Madame, vous devez savoir que je n'ai jamais fumé une cigarette, jamais bu une goutte d'alcool, ingéré une quelconque substance toxique, ni même pris un demi-comprimé de somnifère, y compris pour dormir en avion. Alors, j'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé une petite vidéo qui ne semble être pas celle de quelqu'un qui n'a jamais bu une goutte d'alcool. Hein. Parce que dans ce cas-là, moi aussi. Hein. Écoutez, regardez cette vidéo. Ma vie. Jamais. Goûter ? Non, jamais. Je n'ai jamais fumé de ma vie et j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Écoutez, j'ignore pas l'existence de ces vidéos, évidemment. Hein. Écoutez, oui, c'est vrai, je me suis déjà trouvé en situation avec des verres d'alcool. Oui, c'est vrai, mais c'est encore un coup des juges. Oui, madame la juge, même la juge, on m'a mis un verre d'alcool dans les mains. Et les juges communistes, on en parle. Jamais une goutte d'alcool, jamais. Voilà, ça c'est écrit dans le livre. Quelqu'un qui n'a jamais menti, quelqu'un qui est parfaitement innocent, que l'on peut croire sur parole. Donc, voilà pour les pépites. Donc, voilà pour ce livre, les amis. On va encore prendre quelques minutes pour analyser, parce que je voulais vous proposer quand même 2-3 arguments que je trouve très importants pour analyser ce livre sérieusement. C'est-à-dire au-delà de toutes les dingueries qu'il y a dedans, et on s'y attendait, bien évidemment, mais... Comme souvent, vous savez, je pense qu'il y a toujours derrière des éléments qui nous semblent rigolos, qui nous semblent cocasses, qui nous semblent ridicules, il y a toujours un fond sérieux. Ça veut dire quelque chose. Et ce bouquin, je crois qu'il veut dire quelque chose. Au-delà des délires mythomanes d'un homme qui se croit innocent alors qu'il a plus de casseroles au cul que sur le plateau de Top Chef, ce livre veut dire quelque chose. Et vraiment, le point le plus important dont je voulais vous parler, c'est de lire la situation de Sarkozy à travers un prisme ouvertement marxiste. Et j'assume vraiment cette analyse-là. Parce que Sarkozy qui se prend pour un innocent, et on en avait déjà parlé, rappelez-vous, cette meute médiatico-politique qui avait réagi à quelques rares exceptions en disant « c'est un scandale, un ancien président de la République n'a pas à aller en prison, on ne peut pas s'en prendre à Sarkozy, rendez-vous compte le symbole, nanana, vous vous rappelez comme moi de tout ça ?» En vérité, je crois vraiment que cette réaction-là n'est pas liée à la personne de Sarkozy. Elle n'est pas liée à un camp politique plus qu'un autre. On a eu des gens de gauche, comme Hollande, qui ont plutôt défendu Sarkozy.
Donc, pour moi, cette réaction d'un système médiatico-politique dans son ensemble, ou presque, qui est venu défendre Sarkozy, c'est une réaction de classe sociale. C'est une réaction de caste. C'est-à-dire que c'est pas Sarkozy en tant qu'individu, c'est Sarkozy en tant que puissant, en tant que dominant. Et un dominant ne peut pas aller en prison. C'est pas qu'il est nécessairement innocent, c'est que juste, il ne peut pas y aller. Quelle que soit l'ampleur de l'affaire, quel que soit ce qu'on lui reproche. Rappelez-vous cette réaction de Jean-Claude Darmon sur le plateau d'Europe 1, donc dans un média de grande écoute. Rappelez-vous ce qu'avait dit Jean-Claude Darmon pour défendre Sarkozy. Tu vois, on ne peut pas vivre ça. Nous, on ne peut pas. Nous, puissants, on n'est pas des animaux. On ne peut pas être enfermés. Ce même Sarkozy qui a souvent milité pour une justice plus forte, des incarcérations plus nombreuses, des places en prison plus nombreuses. Enfermer les gens, oui, mais enfermer les dominés, enfermer le peuple. Nous, comme dit Jean-Claude Dacier, alors nous, je ne m'inclus pas dedans évidemment, nous, on ne peut pas. On n'est pas fait pour vivre ça. Donc, je pense que de manière aussi symbolique que terre à terre, tous ces gens qui ont défendu Sarkozy n'ont pas défendu une innocence présumée, n'ont pas défendu son comportement ou la personne qu'il est. Ils ont défendu leur droit à ne jamais aller en prison à leur tour si cela devait arriver un jour. C'est une réaction d'autoprotection. S'ils lâchent Sarkozy, un jour ce sera peut-être leur tour. Donc tout le monde se tient par la main en disant non, on ne peut pas y aller et on fait corps. On fait corps en tant que membre d'une caste, d'une classe sociale. Donc, ce bouquin, finalement, il est surtout le témoignage d'un membre de cette caste, d'un membre de cette classe sociale, qui dit, mais au fond, je suis innocent. Il se défend, évidemment, parce qu'il ne va pas dire je suis coupable, il ne va pas faire des aveux. Mais ce que nous explique Sarkozy tout au long du livre, c'est qu'il n'a pas à vivre ça. Il n'est pas censé vivre ça. Le choc de Sarkozy qu'on découvre vraiment page après page, c'est le choc de quelqu'un qui a milité toute sa vie et qui milite encore pour une justice ferme, une justice qui enferme les brigands, sauf que quand c'est à son tour, il se rend compte qu'il n'est pas censé vivre ça. Quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais être du côté des brigands. Donc, ce que je trouve fou, c'est que ça, on en avait déjà parlé, ce côté, cette lecture marxiste, dominant-dominé, vous avez compris l'idée, je ne vais pas le répéter. Ce qui me semble encore plus dingue, et je vais faire un parallèle qui va en faire bondir certains, vraiment j'en conviens, mais entendons-nous bien, essayez de voir où je veux en venir, et vous allez comprendre le fond de mon idée. C'est un peu provoquant et j'assume l'idée, mais vous allez voir où je veux en venir. Sarkozy remet ouvertement la justice en doute. Je vous ai lu le passage tout à l'heure, donc très clairement il explique la justice est devenue une forme de pouvoir, donc on doit critiquer la justice. Non seulement c'est nécessaire, et en plus c'est sain. Il nous dit clairement c'est sain. Donc Sarkozy nous explique, en vérité, on peut critiquer la justice et les décisions de justice, si elles ne nous conviennent pas, elles doivent être remises en cause, elles doivent être critiquées, voire peut-être elles ne doivent pas être respectées. S'il en avait le pouvoir, peut-être qu'il le ferait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans toute forme de société, il faut que nous partagions des bases communes. Sinon, on devient la société l'homme est un loup pour l'homme, une société à la Thomas Hobbes, c'est-à-dire que ce philosophe britannique du XVIIe, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, c'est la société du tous contre tous, c'est le Far West, quoi. C'est-à-dire que tout le monde sort des colts, tout le monde se déglingue, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'autorité. Thomas Hobbes, donc le philosophe dont je vous parle, avait théorisé l'image du Léviathan, c'est-à-dire une forme symbolique, une forme presque mythologique, qui incarne la figure du pouvoir, qui incarne la figure de la sanction, et donc la peur de la sanction, c'est-à-dire ce qui tient les hommes dans, on va dire, une sorte d'équilibre où tout le monde ne viole pas la femme du voisin et tout le monde ne descend pas le postier, ce qui tient les hommes, c'est la peur de ce monstre, la peur de ce Léviathan qui peut vous attaquer, qui peut tomber sur vous du jour au lendemain. Il faut une forme de figure qui incarne l'autorité. C'est le principe du Léviathan chez Thomas Hobbes. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire société. Après, Rousseau parlera du contrat social et compagnie, mais c'est pas tant le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que toute société, pour tenir debout, pour fonctionner plus ou moins bien, a besoin de ces repères-là, de ces piliers-là, de ce qui nous permet de faire société. Donc, la justice, après on pourrait dire par exemple la cohésion, c'est-à-dire la volonté d'aider son prochain. Là, on serait plus dans le territoire religieux, par exemple. Pour faire société, on a besoin de s'accorder sur des valeurs communes. Si on se concentre sur la valeur de la justice,
Je vous dis pas que la justice c'est super. Je vous dis pas que la justice c'est génial et que toute décision de justice est nécessairement bonne. Mais la justice n'a précisément pas vocation à dire le vrai. Elle n'a pas vocation à dire le bon. Elle a vocation à être juste. Être juste d'après un canon de texte qui dépend de chaque pays, qui dépend de chaque société. C'est la loi. La loi en France n'est pas la même qu'en Espagne, qui n'est pas la même qu'aux États-Unis, qui n'est pas la même dans d'autres pays. Donc, entendons-nous bien là-dessus. Sarkozy, déjà, triche sur un élément fondamental qui est de dire que, enfin, de sous-entendre que la justice doive nécessairement dire le vrai. Ça n'est pas vrai. Et ça n'a jamais été vrai. La justice est censée dire ce qui est juste. Rendre des décisions qui sont justes au regard d'un texte de loi qui a été édifié par des gens et qui est accepté par les gens d'une même société. Donc déjà, Sarkozy triche là-dessus. Et ce qui me semble encore plus dingue, c'est que dans la remise en question de la justice, je vous disais tout à l'heure, n'importe quel citoyen dominé, n'importe quel citoyen normal ne peut pas remettre la justice en cause. Sinon, il se fait tomber dessus. Combien on a eu d'affaires où des citoyens sont montés au créneau en disant « j'ai été trop condamné, c'est injuste, c'est n'importe quoi ». On a une pensée, par exemple, à quelqu'un comme Bertrand Scholler, qui est un camarade, qui a pris 6 mois avec sursis pour avoir critiqué Brigitte Macron. Imaginez si Bertrand Scholler arrive, qu'il est interrogé par CNews ou BFM TV, et qu'il dit « je ne respecte pas cette décision de justice, la justice doit être critiquée, c'est sain de critiquer la justice ». Il va se faire défoncer. Or, Sarkozy l'écrit noir sur blanc. Donc, à partir du moment, et c'est là où j'en arrive à une conclusion, j'essaie de l'enrober dans un canon de réflexion, mais vous allez voir où je vais en venir. À partir du moment où des citoyens rejettent la justice comme pilier qui nous permet de faire société, on arrive dans une société qui est en phase de destruction. C'est-à-dire qu'on est dans une société où l'un des piliers n'est plus reconnu, donc c'est la porte ouverte au chaos. C'est la porte ouverte à l'instabilité. Et en cela, Sarkozy se rapproche de gens qui ne reconnaissent pas la justice des hommes, si j'ose dire. On peut penser aux terroristes islamiques, on peut penser aux radicalisés religieux, quelle que soit la religion, des gens qui ne reconnaissent que la justice de Dieu. En cela, Sarkozy se rapproche de ces gens-là. Quand il explique que la justice française n'est pas digne d'être respectée et qu'elle est critiquable parce qu'elle a eu le malheur d'avoir une décision à son encontre, Sarkozy se rapproche de ces gens qui ne reconnaissent pas la justice des hommes, ou à minima la justice d'un pays. Et donc, je trouve ça hallucinant qu'il n'y ait eu personne dans les médias dominants pour dire « mais attendez, stop !» On aime Sarkozy, on n'aime pas Sarkozy, on est content de la décision, on n'est pas content, c'est une chose, mais on ne peut pas faire imprimer à plus de 200 000 exemplaires une remise en cause aussi nette d'un ancien président de la République de la justice. S'il est scandaleux qu'un ancien président de la justice aille en prison, il est tout aussi scandaleux qu'un homme qui a été au sommet de l'État remette en cause la justice. Donc, c'est ce qui est sidérant dans cette affaire Nicolas Sarkozy, c'est qu'on franchit un cap, si ce n'est deux, dans l'inversion des valeurs. On parle souvent de fenêtre d'Overton. Moi, ce qui me saisit dans ce bouquin, belle soirée, bon running, allez, le jogging. Sarkozy, il adore le jogging. C'est le Sarkozy de l'équipe, mon pote. Ce qui me sidère, c'est qu'on parle souvent de fenêtre d'Overton, y compris dans le camp qui a soutenu Nicolas Sarkozy. On parle souvent de fenêtre d'Overton, mais là, on est en plein dedans. Je veux dire, on rigole des guignoleries de Sarkozy qui se victimise, qui joue à Jésus, qui joue à machin. Je voulais vous le présenter pour un peu de légèreté au début. Mais il y a aussi de l'analyse là-dedans. Et la fenêtre d'Overton, avec Sarkozy, mais c'est devenu une baie vitrée. C'est-à-dire que le vrai, c'est le faux, le bon, c'est le mauvais, la justice, c'est l'injustice. Et la culpabilité, c'est l'innocence. Donc, Sarkozy incarne cette inversion des valeurs qui est tant critiquée par le camp politique de droite et d'extrême droite qui chiale sur l'inversion des valeurs en permanence. Vous allez reprocher aux cheveux bleus d'être dans l'inversion des valeurs, dans la négation du réel, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle est la différence entre le wokisme et le comportement de Sarkozy par rapport à une décision de justice ? Là encore, je compare des choses qui sont très éloignées, on est tout à fait d'accord, mais vous comprenez où je veux en venir, par rapport à cette inversion des valeurs, par rapport à cette ouverture de la fenêtre d'Overton, mais en grand, avec un ancien président de la République qui ne se cache même plus. Donc,
je suis sidéré par ce bouquin qui, au-delà de son aspect purement comique, en vérité, c'est les Dalton, quoi. Je veux dire, c'est Avrel qui a quitté ses frères, tu vois. On a quelque chose qui en dit beaucoup plus de l'état de nos élites en France, de la dégénérescence de nos élites, Sarkozy y compris, qui en sont arrivés là, quoi, qui en sont arrivés à nier tout ce qu'ils peuvent pour se défendre et pour inverser les valeurs. Et surtout, pour finir sur cette question-là, ça s'arrête où ? En fait, quand Sarkozy ne reconnaît pas la décision de justice dans la simple mesure qu'elle s'en prend à lui et qu'elle lui cause du trouble, qu'elle le fout en prison, ça s'arrête où ? Le fait de dire je suis président de la République, je suis un ancien président de la République, vous ne pouvez pas me mettre en prison, vous devez respecter mon statut, mon machin. C'est-à-dire que si demain Sarkozy poignarde quelqu'un, est-ce qu'il utilisera le même argument ? Est-ce que ce serait cohérent ? Après tout, rien ne l'en empêche. Donc, je trouve ça vraiment sidérant, en fait, ce comportement qui est le symbole, une fois de plus, d'une caste dégénérée, qui se pense au-dessus des lois et qui ne se cache même plus, c'est-à-dire qui ne fait même plus semblant. Donc, un immense merci à Nicolas Sarkozy pour ce chef-d'œuvre. Je voulais finir avec quelques réflexions là-dessus pour pas se contenter des éléments ridicules qu'il y a, parce que je pense que ça veut dire beaucoup plus de choses. Donc, le journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy, je vous invite à le lire évidemment, si ça vous intéresse. Les copains, c'est aux éditions Fayard, chez Vincent Bolloré, évidemment. Voilà les copains, ce que je pouvais vous dire. Dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez du bouquin, de ce que je vous ai dit, si vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'on papote un petit peu sur tout ça, évidemment, comme d'hab, vous connaissez la maison. Je prends quelques commentaires déjà qu'il y a eu dans le chat. On a Kabub Son qui dit en France, elle est quand même très sujette à interprétation. Moi qui suis catalan, on a des lois en Catalogne et chaque loi ressemble à une équation mathématique qui limite l'interprétation et c'est d'autant mieux qu'elle est bien plus claire pour le citoyen alors qu'en France c'est vraiment pas le cas. On a Romano 5962 qui dit c'est le mec qui se prend un carton rouge, qui le déchire, qui pète au nez de l'arbitre et va marquer un but en poussant les autres joueurs. C'est un petit peu ça. Baldacat, quoi, un ancien garde des Sceaux qui remet en doute la justice, c'est vrai. Flatipus dit ça se voit que tu ne suis pas les médias non mainstream de droite et d'extrême droite. C'est pour ça que j'ai parlé des médias mainstream d'ailleurs. Mais pourquoi tu me parles des médias non mainstream, Flatipus? Si tu peux développer, s'il te plaît, que je puisse comprendre ton point de vue. Dans ton milieu, dit à partir du moment où il enlève la trahison d'État dans la Constitution, le reste, je suis plutôt d'accord. On a quoi d'autre? On a River2624, il nous insulte à chaque ligne de son livre. Gaëtan Seguin 38, on ne peut que te suivre. Flatipus, excuse-moi alors. Anarchizoïde, conclusion, Gramsci et Jésus, c'est clochard. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Il y a de ça là-dedans. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, 18h28. On va raccrocher les crampons pour ce soir. On va se retrouver demain dans le Juste Bistrot. Demain, on parlera... vous verrez, on verra. J'ai des petits trucs déjà, vous verrez, c'est la surprise toujours. Du Juste Bistrot. Flatipus qui répond justement dans le chat pour finir là-dessus, qui dit... Ta vision marxiste, je l'ai déjà entendue, pareil pour l'inversion des valeurs. Beaucoup de droitards déplorent le fait que la droite a repris les thématiques que la gauche a laissées, universalisme, etc. Merci pour ton point de vue là-dessus. Voilà, les amis, on se retrouve demain, plein badin, même heure, même endroit. Et puis demain, ce sera évidemment le retour de la farce tranquille, les copains. Le retour de la farce tranquille sur YouTube. N'oubliez pas, je finis là-dessus, là que vous êtes nombreux. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est le premier épisode du Juste Milieu Show. Ça y est, on attaque ce nouveau format, nouvelle émission envoyée sur la newsletter Juste Milieu. Ça ne sera pas sur YouTube. Format 100% déconne, 100% van, où on lâche les chevaux. Donc inscrivez-vous à la newsletter Juste Milieu. Premier épisode le 15 janvier prochain. Le lien est dans la description si vous regardez la vidéo sur YouTube. Sinon, le lien est dans le chat Twitch maintenant. Et puis bien sûr, la tournée du spectacle Zinzin qui continue. Je compte sur vous, Montélimar, Châteauroux, Besançon, Bruxelles, on est de partout, on va se régaler, on va se fendre la gueule. Je vous embrasse les amis, merci d'avoir été là ce soir. Je vous dis à demain, vive la rigolade et vive la France.